Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis comme d'habitude avec mon Usain Bolt de la communication, Monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme, Salut à tous. comment vas-tu? Très bien, très chaudement, j'ai pris des coups de soleil comme je t'ai dit, hein. Donc on dirait un peu le drapeau de la Pologne. Mais sinon ça va. Ok. Il y a seulement des coups de soleil au mois de décembre. C'est sympa pour les autres, c'est sympa pour les Européens. Ouais, Merci Jérôme, c'est pour narguer un merci, peu. merci, merci beaucoup. Et on est avec notre invité du jour, Monsieur Julien Lonjou, co-founder de Mergify. Un homme avec beaucoup trop de projets pour que je puisse me les présenter. Donc, peux-tu te présenter C'est parce que succinctement, je suis Julien, s'il vieux, te plaît? ça. C'est pour ça. Ouais, bah qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un ingénieur à la base. Ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'ingénierie, principalement dans l'open source. Donc j'ai fait une bonne partie de ma carrière là-dedans. Et j'ai fait beaucoup de projets, c'est vrai. J'ai contribué à beaucoup de projets logiciels libres en vrac pendant les années. Depuis 5 ans maintenant, ouais, j'ai cofondé Mergify. Je fais le CEO aujourd'hui. Un petit peu moins d'ingénierie forcément. Et bah, ce qui m'occupe en fait toute la journée, c'est de discuter avec des équipes de CI qui sont souvent des utilisateurs de Mergify, mais pas tout le temps aussi. Et de comprendre comment elles fonctionnent et comment nous on peut les aider avec l'outil qui est Mergify et d'autres choses sur lesquelles on bosse pour le futur. Ok, merci pour cette introduction. Avant de commencer avec toutes nos questions, notre mitraillette de questions, je veux donner un tout petit contexte à propos de Mergify, du CI/CD et de tout ça. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai souvent dit, moi, je considère les plateformes de CI/CD comme des cloud providers. Bon, il y en a, ils vont me dire des CSP, c'est-à-dire des cloud service providers ou autre terminologie, mais globalement, pour moi, ce sont des clouds pour une simple raison, c'est que ils vous vendent du CPU, de la RAM, du storage et du network. Donc, des machines avec des processeurs qui vont vite, virtualisées, ça ressemble globalement à du cloud. Et pour ceux qui n'ont pas aussi le contexte de CI/CD, de DevOps et tout ça, on parle des briques qui sont là pour gérer le cycle de vie de votre application, c'est-à-dire du moment où un dev va faire une modification, la commit et la push sur le repo en ligne, le lancement des tests unitaires, le lancement des tests fonctionnels, puis la mise en prod et ses checks et si possible ses rollbacks. Donc on est vraiment en train de parler d'un environnement de dev, certains diront aussi DevOps. Et si on doit se remettre dans un environnement à l'ancienne, comment ça se passait? Alors, on avait une gentille équipe d'administrateurs système, le mot à l'ancienne, qui installait un Jenkins, le pinacle de l'enfer. Et ensuite, ils devaient le maintenir pour que toutes les configurations que les devs soumettent fonctionnent. C'est-à-dire que si vous avez une équipe Java, votre machine Jenkins, il faut qu'elle supporte le Java, il faut qu'elle supporte le Java 12, 8, 9, 17, suivant qui vous avez dans votre équipe. Il faut qu'elle supporte le Python, le Ruby et plus encore. Donc, c'était pas sincèrement facile à maintenir. Un Jenkins, ça marche très bien la première année, et ensuite, le reste du temps, c'est un peu plus compliqué. Du moins, c'était plus compliqué. Puis vinrent les années 2010, où là, en fait, il n'est plus question d'infra, il n'est plus question d'administrateur système et réseau Linux, mais tout est fait plutôt pour un workflow de dev. C'est-à-dire que je m'appelle Jean-Claude, développeur Ruby, je dev sur mon Mac, et la CI pourra tester sur moi sur un Linux, sur un Windows, sur du ARM ou sur une infra exotique quelconque. Et donc, dans l'idée, pour le dev, tout est plus fluide, tout te donne beaucoup plus d'opportunités. Pour son manager, on est plus dans l'idée que bah, c'est fini les OPEX, on fait du CAPEX puisqu'on est dans le cloud, on demande à consommer une ressource et on l'a. Du pur cloud en réalité. On passe d'un- d'un OPEX à un CAPEX. Le problème de tout ça, parce qu'il y a toujours un problème quand on amène des nouvelles technologies et des nouvelles manières de fonctionner, c'est que ça ramène des frictions. Pas mal de frictions à plein d'endroits. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, le plus simple, c'est que une PR, une pull request ou merge request, c'est-à-dire le fait de soumettre sa modification de code au repo que tout le monde utilise, c'est pas un parcours de santé, c'est pas la panacée du travail des développeurs, c'est souvent très long, très chiant avec des allers-retours.
On a d'autres problèmes, typiquement l'intégration des utilitaires. Quand on fait du CI/CD, on veut souvent tester plein de choses, lancer des actions par-ci, par-là. Et l'intégration de ces outils tiers est souvent pauvre parce que c'est des outils en ligne de commande et que les gens, ils ont envie de voir une interface web avec du rouge, du vert, du orange et du warning, etc. Et pareil, les déploiements, à une heure où on parle beaucoup d'orchestration, bah, c'est le déploiement dans les années 2010 et dans le CI/CD, c'est souvent un script shell qui est lancé une fois que les tests ont bien marché. Et c'est pas un problème, hein, ça dépend pour qui fait quoi, mais ça fait partie des frictions. Et c'est pour ça qu'au moment que je considère comme l'âge d'or du CI/CD, Mergify est né, avec deux gros gars qui ont un gros cerveau et qui se sont dit bon bah on va simplifier la vie des développeurs et donc ils ont créé Mergify qui se connecte à vos projets, à où est-ce qu'ils sont et qui se connecte aussi à vos services tiers et qui fait plein de trucs et je vais pas rentrer dans les détails mais basiquement pour moi ça fait à peu près tous les trucs que vous trouverez chiants dans votre projet et dans votre CI/CD. Donc, si ça enlève les trucs chiants, c'est que ça doit être une bonne solution. Mais histoire de ne pas vous dire n'importe quoi, bah, je vous ai invité Julien Danjou aujourd'hui, qui est donc cofondateur de Mergify et qui va pouvoir nous en parler plus amplement. Alors, avant de activer la mitraillette, la Gatling de Question, est-ce que j'ai dit n'importe quoi, Julien? Non, du tout. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que tu as une bonne vision des choses. J'aime bien ta vision de Jenkins aussi. On a toujours des gens qui utilisent Jenkins, on en voit passer. C'est toujours pas drôle, pour rester poli. Mais a priori, ça marche. Ça fait quand même le taf. Donc, les gens ne s'en plaignent pas plus que ça. Une fois que ça tourne, ça tourne. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très rigolo à utiliser. Et niveau intégration, c'est pas toujours formidable. Mais ça reste un outil qui a beaucoup, je pense, de legacy, qui a un gros bagage historique, parce que c'est un vieil outil qui sert depuis très Mm. longtemps à beaucoup de gens. Donc, non, non, sur le reste, je suis complètement d'accord avec ton analyse et ta vision des choses. C'est effectivement l'évolution qu'on a vue depuis 2010 et qui n'est pas finie parce que je pense que déjà tout le monde n'a pas pris le train en même temps. Il y a encore des gens qui ont peu de CI/CD et qui en fait font encore beaucoup de choses à la main. C'est ce qui est assez drôle quand tu vois des offres d'emploi par exemple dans les équipes et que tu postules et que tu vas en tant qu'ingénieur, tu vas discuter avec l'équipe de ah oui, donc vous avez un CI/CD, j'ai vu qu'il fallait maîtriser telle et telle techno, et en fait, tu demandes comment il l'utilise, et tu fais ah, on parle pas de la même chose, parce que c'est pas vraiment ce que j'appelle un CI/CD. Mais bon, voilà, c'est de l'idée, donc c'est un peu, t'es obligé d'en avoir un, t'es obligé de dire que t'en as un, mais en fait, quand tu creuses un peu, qu'est-ce qu'il y a en dessous, ça varie un peu selon les équipes. Donc, non, non, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le CI/CD, c'est de voir aussi que t'as beaucoup d'évolution et tout le monde n'est pas encore monté dans le train. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de trucs à inventer aussi. C'est ce qu'on fait un peu, j'espère, chez nous, parce que, il y a encore beaucoup de trucs beaucoup de problèmes à résoudre. Yep. Et du coup, toi aussi, t'en avais marre des pull requests et de faire 10 millions de trucs à la main pour te dire on va inventer Mergify. Ouais, bah en fait, nous, on a commencé, comme tout bon ingénieur, par résoudre notre propre problème, quoi. On est arrivé sur GitHub. Moi, j'ai commencé GitHub en 2008. Donc, j'ai un identifiant à 4 chiffres. Donc, je suis un des tout premiers sur GitHub. Mais pendant longtemps, je bossais sur d'autres projets open source qui n'utilisaient pas forcément GitHub. Donc, Mm. j'étais ailleurs. Et je suis revenu avec mon associé Mehdi sur GitHub plus sérieusement en 2018. Et on est arrivé tout nu, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aucun des outils qu'on avait avant. Donc on s'est un peu retrouvé. GitHub c'est bien, mais il manque quand même des trucs en vrai. Pour que, en tout cas, il en manquait encore plus en 2018 que maintenant. Ils ont quand même un petit peu comblé le gap, mais il manque toujours pas mal d'outils. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de third party, d'outils à droite à gauche qui s'intègrent avec GitHub comme nous. Et nous, on s'est retrouvé avec des outils qui nous manquaient d'automatisation, typiquement ce qu'on appelle une merge queue, c'est-à-dire quand j'ai plein de paires à merger, mais je veux être sûr que quand je les merge, elles sont bien testées les unes avec les autres et pas juste indépendamment. Donc, j'ai 5 paires d'ouvertes, les 5 fonctionnent d'après mon CI, qui évidemment est un super CI qui teste tout. Mais si j'appuie 5 fois sur le bouton merge sur les 5 paires en même temps, le résultat final, je ne sais pas s'il marche. En vrai, j'ai beau avoir pas de conflit dans les fichiers. Si j'ai renommé un truc, si j'ai une des paires qui met un nouveau linter et qu'en fait la paire des côtés, elle ne le passait pas, le nouveau check du linter, ou que le nouveau test qui était dans la paire 3 passe pas avec la 4 que j'aime. En fait, tu sais pas. Donc il faut merger les paires les unes après les autres, dans l'ordre, rebaser les unes par rapport aux autres. Et à la main, c'est très long et très chiant. Les équipes qui font ça, elles souffrent. On a vu de tout. On a vu des gens qui résolvaient ça avec des fichiers Excel, en vrai.
C'est-à-dire qu'il mettait dans un fichier Excel quelle est la prochaine PR à merger. Il a rebasé, il a testé, il a mergé, puis il a viré du fichier Excel, il passait à la suivante. Ça occupe beaucoup les ingénieurs de maintenir un fichier Excel pour merger des PR dans le bon ordre en étant sûr qu'elles fonctionnent. Mais c'est pas une très bonne utilisation de la valeur que peuvent générer les ingénieurs en vrai, de faire gérer un fichier Excel. Moi, j'aurais Donc, fait un repo Git plutôt. c'est ça aussi. Mais comment tu merges le repo Git? Ah, c'est compliqué du coup. Ah, verse. C'est le Ah, serpent qui se mord la queue, ça marche pas. Mais voilà, non, Donc il y a plein de solutions comme des fichiers Excel. Mais donc non, le mieux c'est d'avoir un outil qui s'occupe de ça pour toi. C'est pour ça qu'on a commencé Mergify. Et c'est le problème que nous, on avait il y a 5 ans sur GitHub et avec lequel on a commencé vraiment à bosser. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'il manquait plein de choses d'automatisation. Si tu veux écrire 3 lignes de configuration pour dire, tiens, si ma PR, en fait, elle est approuvée par telle personne, qu'il est 9 heures, qu'on est lundi et que du coup c'est l'heure de merger la PR, bah vas-y, fais-le, attends pas que je clique sur le bouton. Il y a plein de trucs d'automatisation comme ça que tu peux toujours écrire parce que tu as des API avec GitHub et compagnie, mais qui sont très longs et fastidieux à écrire et à maintenir. Là où en fait, nous on fournit un outil avec un fichier YAML où en 3 lignes, tu écris ça. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut l'écrire. C'est rapide, tu peux le modifier comme tu veux, c'est versionné dans Git et c'est facile d'utilisation. Et c'était vraiment le truc qu'on voulait résoudre avec Mergify et tout qu'on a résolu. Déjà pour nous et on s'est rendu compte assez vite que ça intéressait d'autres gens que nous. Donc autant le rendre disponible pour la terre entière. ouais. Bah, c'est marrant, c'est ce que tu me dis. Tu avais commencé en disant que vous êtes arrivé sur GitHub et vous aviez plus tous les outils que vous aviez. Et si je replace bien la chose, il me semblait qu'à ce moment-là, toi, tu étais dans un environnement Red Hat OpenStack. Donc j'imagine que la chaîne CI/CD, elle devait être Terre-Lune à peu près. Et quand vous êtes arrivé, donc vous aviez plus tout ça. Et Non. d'abord, la première question, c'était quoi à peu près ces outils, si tu peux nous en parler? Et de deux, est-ce que vous avez fait l'équivalent ou est-ce que vous vous êtes dit non, non, on peut faire mieux que ce qu'il y avait avant ou il nous faut un truc plus flexible ou... Ouais, bonne question. En fait, nous, on bossait avec Mehdi à l'époque sur OpenStack, sur le projet Lib qui avait sa propre plateforme de dev à base de Gerrit pour tout ce qui est revue de code et de Zool, Zuul, qui est le propre outil de CI qui a été développé en fait comme un projet open source à part entière par l'équipe d'OpenStack historiquement qui est un très bon outil pour faire du CI. Et on avait tout ça en fait à disposition. Donc Zool fait beaucoup de choses. Il fait le CI, il fait Merge Queue, il fait la dépendance entre par exemple plusieurs projets qui sont dans plusieurs repositories. Enfin, c'est un vrai toolkit qui fait beaucoup de choses, mais du coup qui est assez compliqué aussi à déployer et qui a aucune intégration, je dirais, native en termes de produit avec GitHub. Alors il peut se connecter à GitHub, mais ça reste assez. Il se connecte avec tout et n'importe quoi. Du coup avec Gerrit, avec GitHub, avec GitLab, et du coup c'est pas très très intégré. Et en fait, nous, on n'avait plus tout ça. Ouais. Donc, quand on est sur GitHub, à l'époque, il n'y avait pas GitHub Action. Pour replacer le contexte, ça n'existait Ouais. pas. Donc, il n'y avait pas de CI chez GitHub. Il fallait un third party, donc il fallait choisir un CI externe. À l'époque, on utilisait Travis CI, si je me souviens bien, qui était un service qui était gratuit pour les projets open source. Donc, ça nous allait très, très bien. C'était pas incroyable comme service de CI, mais c'était le premier qu'on a utilisé. Ça et CircleCI aussi, sur lequel on a migré, je crois, à un moment. Jusqu'à Pour ce qu'on avoir ait du GitHub Windows, Action. pour avoir Ouais, Windows aussi. Circle, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Ouais, ouais, et du coup, on a passé on est passé sur GitHub Actions quelques années après qu'on s'est tenu disponible. Mais du coup, on a commencé comme ça. Donc, on a utilisé GitHub comme plateforme. Le choix s'est fait sur GitHub parce que c'est une des plateformes les plus populaires pour développer un logiciel open source qui est beaucoup plus facile d'accès que celle d'OpenStack où ben, en fait, il faut savoir utiliser Gerrit, ce qui n'est pas la majorité des gens parce que Gerrit n'est Mm, pas super répandu. Donc GitHub était plus facile d'accès pour les développeurs et les contributeurs qu'on visait dans notre projet. Donc c'était aussi un choix qu'on a fait par rapport à ça. Et après, on a choisi un CI, bah, ce qui était en gros gratuit pour les projets open source, donc Travis, Circle. Et après, il nous manquait tout ce que, par exemple, pouvait fournir Zool en termes de merge queue, en termes d'automatisation avec Gerrit aussi. Un truc bête, hein, mais dans Gerrit, tu as deux approvals. Le CI dit ton change, c'est pas une pull request, c'est un change, mais c'est pareil, fonctionne, mm, bah, il est mergé tout de suite, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre que quelqu'un passe un troisième bouton qui dit ah oui, c'est bon, tu peux merger en fait. Et ça me paraissait juste évident que s'il y avait deux personnes donc, qui approuvent une pull request sur GitHub et que le CI passe, ben, il fallait la merger, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre le dégel. Donc, il n'y avait pas tout ça. Et c'est une partie de ce que faisait Gerrit. Ce que faisait Zool, c'était le côté merge queue. Donc, étant sûr que toutes les PR qui étaient mergeables et mergées étaient bien à jour les unes par rapport aux autres. Donc, il ordonnançait le merge des PR, enfin, des changes, mm. sur Gerrit. Et on n'avait pas tout ça non plus. Donc, du coup, on a commencé à apprendre Python et à faire un script pour juste faire ça.
mettre à jour les paires en continu quand elles étaient mergeables, les merger, passer à la suivante et d'automatiser deux, trois trucs de manière assez simple quand on avait besoin, c'est-à-dire rajouter un label sur les paires qui changent la base de données ou ce genre de choses assez basiques, parce que, encore une fois, il n'y avait pas GitHub Action pour faire tout ça à l'époque. Donc, Mm. tu étais obligé d'utiliser l'API de GitHub, donc il fallait faire une app GitHub, etc. Donc, il fallait quand même avoir vachement envie de le faire pour un utilisateur de GitHub. Tu venais pas genre, ah, comment je fais ça? Ben, tu peux pas. Et GitHub disait, il y a une API, débrouillez-vous, faites-vous des scripts et faites-les tourner quelque part. Quelque part étant, tu te débrouilles. Donc, on est parti de là. Donc, depuis, GitHub a comme comblé du coup des trucs. Mais on a construit une histoire en parallèle sur beaucoup de trucs, de la merge queue, l'automatisation, etc., qui en fait est décorrélé GitHub Action de ce que fait GitHub et qui est beaucoup plus simple à utiliser, plus intégré que Zool par exemple. On est vraiment intégré Mhm. à GitHub, on fait que du GitHub, donc on est vraiment construit en natif dans GitHub, on est très bien intégré en termes de reporting, d'expérience utilisateur. Donc beaucoup plus facile à utiliser qu'un outil externe comme Zool ou Borse par exemple, qui est aussi intégré un peu à GitHub dans les projets open source qui font un peu la même chose, mais qui sont très limités. Et puis c'est pas des produits parce que c'est juste des projets open source, donc tu peux l'installer, le bricoler à ta convenance, c'est cool, mais ça aussi c'est limite. Donc on est vraiment parti de ça pour construire ce qui est devenu Mergify aujourd'hui. Ok. Et du coup, tu viens de me dire que Mergify était open source. C'est-à-dire que bah, les sources sont ouvertes, mais c'est quand même un Non, produit que vous hostez? non, pas du tout. Non. Alors, on l'a développé en open source au tout début. Mhm. On en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur notre blog. Les premières années, on l'a fait en open source Mhm. et on a arrêté pour deux raisons. La première raison, c'est que ça n'intéresse personne. Alors, c'est pas une vraie raison, mais c'est qu'en fait, quand tu fais un produit en SaaS, les gens qui utilisent Mergify, les projets open source ou les clients payants qu'on a, on fournit le service gratuitement pour tous les projets open source. Donc, tous les repos publics sur GitHub peuvent utiliser Mergify gratuitement. Ces gens-là, à juste titre, n'ont pas envie de contribuer à ton logiciel, ils ont juste envie de l'utiliser. En fait, les gens qui utilisent GitHub, par exemple, les développeurs de logiciels libres qui utilisent GitHub, peut-être qu'ils aimeraient bien des fois corriger les bugs de GitHub, mais en vrai, c'est pas ça leur but dans la vie. Si des développeurs de Python pour écrire le langage Python, par exemple, ben, tu veux utiliser GitHub pour développer. Tu veux pas forcément développer GitHub en parallèle. C'est du boulot en plus et c'est parce que. En fait, on est dans cette situation où en fait, on n'avait aucun contributeur à notre projet parce que ça n'intéressait pas les gens de contribuer à Mergify. S'ils avaient un problème, ils savaient qu'on était une société commerciale derrière. En fait, l'éditeur disait bah, on a un problème, vous pouvez le corriger. Et comme nous, on est gentils, on corrige les problèmes. Et puis, c'est notre boulot. Et on a des gens qui nous payent pour ça pas forcément les projets open source, mais des clients à côté. Donc en fait, il y avait peu d'incentives. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que techniquement, c'était impossible techniquement de contribuer aux gens. En fait, on a une suite de tests, on pourra en reparler, qui testent vraiment ce que fait Mergify sur github.com. Donc on a des comptes spéciaux qui font tourner des tests et qui enregistrent des tests sur GitHub. Donc en fait, c'est impossible pour un contributeur externe de faire ça parce qu'il faut qu'il recrée Ouais. tout un jeu de tests et d'organisation de tests sur GitHub. C'est pas possible. Donc ça doit forcer les gens à écrire du code sans pouvoir le tester et nous, on devait écrire les tests derrière. Donc quand les tests, c'est 80% du boulot, en fait, bon, pas trop d'intérêt à ce que les gens contribuent. Et la troisième raison, qui est, je dirais, la principale raison qui nous a motivés à réfléchir à ça, c'est qu'en fait, on s'est mis à voir des compétiteurs, des gens, des concurrents qui faisaient la même chose que nous, en close source pour le coup, et qui nous copiaient allègrement. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, on était une grande source d'inspiration, ce qui est très flatteur, mais qu'en fait, on se tire une balle dans le pied parce qu'on avait des gens à côté qui venaient regarder ce qu'on faisait et qui faisaient la même chose. Et du coup, ça nous aidait pas. On est une startup, on est bootstrap, on n'a jamais levé de Ouais. fonds, c'est un poids historique. Du coup, on a besoin d'avoir des clients qui nous payent et pas du coup de développer gratuitement des trucs pour nos concurrents, malheureusement. Donc, du coup, on a fini par prendre la décision de bah, rapatrier le code source. Donc, la version d'il y a jusqu'à 18 mois à peu près est toujours en ligne dans un repo Git, mais depuis, on a arrêté de développer de manière publique, en tout cas dans un repo. Aussi parce que une autre raison de faire. Quand tu fais de l'open source avec une boîte qui dirige le développement, une seule boîte en tout cas, bah, en fait, Mhm. toutes les discussions se font en interne. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois les PR Ouais. passer, toi, en tant qu'acteur externe, mais tu sais pas ce qui se passe, tu n'as pas de contexte. Et c'est très compliqué en pratique, quand tu es une boîte en interne avec des Slack, des réunions Zoom, etc., de tout partager à côté sur un truc libre. Alors, il y en a qui le font, je pense que donc, GitLab le fait assez bien, mais c'est très très dur. C'est vraiment très très dur parce que tu as forcément un biais à parler à ton collègue dans le bureau d'à côté, si en plus tu n'es pas en remote. Ce qui fait que bah, c'est compliqué pour les gens à l'extérieur pour un projet open source de contribuer. Du coup, ça va être vraiment peu de sens et peu d'intérêt pour nous de rester open source et c'était plutôt un danger à long terme pour l'entreprise Mergify.
Donc plutôt que continuer à se saborder nous-mêmes, on a préféré arrêter. On l'a expliqué d'ailleurs, ce que je viens de dire dans un blog post il y a quelques mois, parce que quelques personnes nous ont posé la question en disant, tiens, c'est marrant, vous avez changé. Voilà, le résultat des courses, c'est qu'on n'a aucun utilisateur et aucun client qui est venu nous voir en disant, mais c'est inadmissible. Tout le monde nous a dit, bah oui, vous êtes smart, c'est bien. Voilà. Donc c'est dommage. Après, on fait toujours de l'open source, juste pour, on en fait toujours, on fait plein de contributions. Alors, on utilise Python en interne beaucoup, donc on fait plein de contributions, on maintient des libs Python, etc. On fait toujours de l'open source, ça fait 20 ans que j'en fais, et je suis pas prêt d'arrêter. Et pareil pour Mehdi, donc on a toujours été des gros contributeurs, c'est juste que sur notre cœur de métier, ça n'a pas vraiment de sens, et c'est plutôt un handicap pour nous de le faire en open source aujourd'hui, quoi. Ouais. Et vis-à-vis de l'industrie même, enfin, quelque part, vous vous alignez aussi avec les acteurs de ton industrie parce que tous les CI/CD et les plateformes de CI/CD sont gratuites pour les projets open source, payants pour les projets privés. Ouais, Donc, vous appliquez la même formule, ce qui est complètement logique quelque part, quoi. Un gars de l'open source, il ne sera pas perdu. Un gars du privé, il ne sera pas perdu non plus. Il n'aura pas de surprise quelque part. c'est ça. Donc, oui, smart move. Je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, tu me parles de Mehdi, mais il y a d'autres gens, j'imagine, chez Mergify. Vous êtes plus que deux, je crois. Je suis passé sur Internet, je me suis dit, ouais, attends, ils sont cinq, attends, ils sont 10, attends, ils sont 50. Enfin, je sais pas. Non, on est Et une en tout cas, dizaine j'ai vu que aujourd'hui, ouais, dans l'équipe. c'est bien, c'est très bien quand même. Une dizaine, c'est pas Ouais, mal. ouais, bah, on a bien grossi, et on continue à grossir. Gentiment, régulièrement, avec de nouvelles équipes qui utilisent Mergify à peu près toutes les semaines ou presque. Donc, ouais, ouais, c'est cool. Ça, le projet est parti on résout notre propre problème, on résout le problème des autres aussi. Donc, c'est toujours une bonne chose. Mm. Et c'est quoi les compétences qu'il faut pour travailler chez Mergify? Soit on fait du bac en langage XY, enfin tu me citais Python, je fais du Ouais, Python d'ailleurs. On fait du Python pour du bac, on doit faire du React ou j'allais dire du Android, du Angular pour du front peut-être. Et, ouais, on fait du euh, et React chez après, nous, en l'occurrence. et après le fin fond, le métier, le pur, le corps de Mergify, qu'est-ce qu'il faut comme compétences en fait pour faire ça? Bah, c'est déjà bien, en vrai. Si tu sais programmer, après le reste, on peut l'apprendre. La grosse compétence, c'est GitHub, c'est connaître vraiment très bien le fonctionnement et les API de GitHub. Et ça demande même après, si je prends l'expertise de Mehdi sur le sujet, c'est même plus que tu connais la doc par cœur, c'est qu'à partir de la doc et de ton expérience, tu peux arriver à s'engineer le code parce qu'il y a une grosse différence entre la doc et ce qui se passe derrière. Donc, on arrive à ce stade-là de compétence sur le produit GitHub. Mais bon, c'est forcément un biais qu'on a parce qu'on passe notre temps à faire des calls sur les API de GitHub. Du Git, évidemment, parce qu'on manipule pas mal Git, donc avoir une bonne Mm. connaissance et compréhension de Git, c'est un peu la base. Maintenant, bon, ça s'apprend aussi, enfin Git, ça s'apprend évidemment, mais bon, même GitHub, je sais qu'on a par exemple un ingénieur qu'on a embauché l'année dernière qui utilisait, je crois que c'est Code Commit sur AWS, un truc comme ça, qui n'utilisait pas du tout GitHub par exemple, et donc du coup il a découvert GitHub en arrivant chez Mergify, et bon, il s'est adapté, c'est pas non plus un outil Mm. super compliqué à utiliser, d'ailleurs c'est bien fait pour ça GitHub, c'est que c'est assez facile à appréhender pour peu que tu as un minimum de background d'ingénierie. Donc, je dirais que c'est les principales compétences. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Le cœur de métier qu'on fait, ça reste beaucoup de. C'est de connaître le métier de développeur. Ça aide, et ce qui est cool parce qu'on fait un outil pour les développeurs. Donc, en général, les développeurs sont c'est assez facile de les briefer sur les user stories ou les besoins des Ouais. utilisateurs ou des clients parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais ils peuvent se placer assez facilement à la place du développeur en disant, ah bah oui, moi aussi j'étais dev et que je bossais comme ça. Ouais, j'aurai ce problème aussi. Du coup, c'est facile à résoudre. Plus facile que si tu bosses sur un soft de comptabilité et que t'es pas comptable. Du coup, c'est compliqué de comprendre de quoi on te parle. Tu vas le faire à la fin, mais tu auras besoin de plus de détails que nous, par exemple, côté Mm. gestion de produit, c'est assez facile. Je mets beaucoup d'accent sur expliquer, donner du contexte, par exemple, à ce qu'un client aurait comme problème pour avoir une nouvelle feature ou un truc comme ça. Et en général, j'ai pas besoin de faire beaucoup de taf derrière, d'explications, parce qu'il percute assez vite quel est le persona à la fin qui va utiliser la feature et comment son cerveau va fonctionner. Ouais, mais c'est marrant parce que, tu vois, tout à l'heure, tu m'as donné un exemple où tu me disais que tu as 4 PR et que merger les 4 PR, en fait, c'était chiant, c'était fastidieux. Et en fait, moi, mon cerveau, il s'est tellement adapté au produit de base qu'est le CI/CD que ce n'est plus un problème, en fait, de me dire, je vais merger les 4 PR les unes après les autres et puis voir le résultat, tu vois. Et, Ouais. euh, et moi, ce que je me demande, c'est comment vous vous dites, enfin, parce que c'est un énorme biais de subjectivité que j'ai,
Mais comment vous vous dites, ah bah là, en fait, c'est telle feature qu'il faut, c'est tel machin qu'il faut. Enfin, il y a des clients qui vous soumettent des choses, il y a des gens qui vous disent, là, ça fonctionne pas, vous avez un repo Git avec 500 issues. Alors, ouais, on a un repo guide avec des issues, ça fait partie des sources. En fait, il te faut plusieurs sources, donc ça peut être des discussions sur Slack avec des clients. On a une communauté Slack aussi avec des utilisateurs open source et des clients. Donc voilà, on a tout plein de gens qui utilisent le service avec qui on parle, on prend tous les feedbacks, on a des issues, etc. Donc, ouais, tu prends tout ça. Le vrai travail, c'est que, surtout quand tu as des clients qui viennent et quand tu as des gros clients qui viennent et qui disent je veux ça. C'est le gros danger en fait. C'est le plus gros danger pour les startups, c'est ça. C'est quand tu as un client qui fait par exemple 80% de ton chiffre d'affaires et qui dit je veux ça, et toi tu te sens obligé de le faire. Et en fait, il faut jamais le faire. Parce qu'en plus, nous, le pire, c'est qu'on a des clients qui sont des développeurs. Du coup, ils savent très bien comment ça marche. Tu vois, ils comprennent assez vite comment on marche derrière, machin, ce qu'il fait. Et vous pouvez mettre l'option qui ferait que ça, etc. Et en fait, tu veux pas faire ça parce que si tu fais ça, tu as 20 000 options dans ton truc à la fin, c'est inutilisable. Et Ouais. le problème, c'est qu'à la fin, si tu, moi, je comprends toujours la comparaison stupide qui n'a rien à voir, mais tu prends un iPhone. Ce que je dis à chaque fois à mes équipes, je fais, quand tu as acheté un iPhone, ouais, est-ce que tu as ouvert le manuel de l'iPhone? Non. Non, parce qu'il n'y a pas un million d'options, parce que c'est bien fait par défaut, parce que tu comprends comment ça marche, parce que c'est intuitif, etc. Et si tu commences à répondre à oui à toutes les options, parce que sur un iPhone, tu as toujours un mec qui voudra avoir, oui, alors je voudrais une souris qui dure tant de temps, une qui fasse comme ça, et puis je voudrais que quand c'est tel truc, tu peux customiser à l'infini. C'est un ordinateur, tout ça, c'est des ordinateurs, ils savent faire tout ce qu'on veut. Du coup, tu peux pas permettre la customisation à outrance de tout pour tous tes clients, et Mm. le client, en plus, te vient souvent te voir avec la solution à son problème. Donc, ce que tu veux absolument déjà lui faire dire, c'est je veux pas de ta solution, je veux comprendre quel est ton problème. Et une fois que tu as compris les problèmes des clients, tu vas te rendre compte qu'il y en a plusieurs qui ont des overlaps entre leurs problèmes et tu vas en sortir une Ouais. feature en disant OK, vous avez un peu ce truc-là en commun. Ok. Des fois, tu peux pas résoudre 100% de leurs problèmes parce que c'est des trucs, des fois, ils font des trucs bizarres aussi. Il ne faut pas résoudre leurs problèmes. Il faut leur dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais du coup, tu vas dire, là, il y a un truc, chez 3 4 utilisateurs, je me rends compte que, en fait, vous faites tous plus ou moins la même chose différemment, mais il y a un truc en commun, et ça, on peut en faire une feature qui sera intéressante parce que ça vous aidera, et le reste, les 20% restants, bah, soit vous vous en passez, soit vous le faites vous-même parce que c'est pas de notre table, vous faites de l'intégration, etc. C'est vraiment ça le gros du boulot, c'est de jamais dire oui à la première demande, parce que sinon, en fait, ton truc ressemble à rien. Et ça fait partie du product design, c'est assez difficile, surtout quand tes utilisateurs, c'est des développeurs, parce qu'ils ont tendance de dire, bah, nous, on veut exactement ça. On peut vous écrire le code si vous voulez. Tu dis, non, 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 je veux comprendre le problème. Et ça demande aussi des fois de faire patienter les gens en disant, OK, je comprends votre truc, ça a du sens, mais j'aimerais bien avoir un ou deux autres feedbacks d'autres utilisateurs pour être sûr qu'il n'y a pas que vous qui ayez ce problème. Parce que ça nous est arrivé, par exemple, Mm. d'implémenter des features en disant, OK, ça nous paraît logique, tu l'implémentes d'une certaine manière en pensant que, et t'as pas un angle de vue du deuxième utilisateur qui arrive 3 mois après qui dit à nous c'est presque ça qu'on voulait, mais en fait c'était plutôt ça. Tu dis ah oui, je suis con, j'aurais dû le faire de manière plus générique en fait, maintenant je suis coincé. Et donc c'est super important de faire une sorte de compromis entre le temps que tu implémentes, bien avoir le problème de base, c'est toujours poser la question de pourquoi vous voulez ça exactement, c'est quoi le problème? Et des fois le problème en fait n'est pas bon du tout, hein. Ça va être par exemple, je ne parlais pas de Jenkins tout à l'heure, on a des gens qui te disent ouais, j'ai tel ou tel problème, il faudrait telle feature parce que mon Jenkins il crache continuellement. Je dis, mais pourquoi il crache continuellement? Bah, c'est parce qu'en fait, et la raison en fait sous-jacente, elle est horrible. Tu dis, mais en fait, il faut corriger le problème. C'est pas à nous de venir cacher la misère de votre Jenkins qui marche pas. En fait, corriger votre Jenkins. Un Jenkins là, il marche pas pour de mauvaises raisons. Payez votre facture AWS, je sais pas, faites quelque chose, mais arrêtez de faire n'importe quoi. Et donc, du coup, tu es obligé de poser la question pour être sûr que le problème est réel et qu'on n'essaie pas de te faire corriger un problème qui n'est pas le tien en fait, mais qui est un autre truc à côté d'un autre outil, par exemple, qui serait buggé ou de choix d'architecture ou de méthode de travail de ton utilisateur qui serait pas bonne du tout. Oui, sachant que je paye Mergify, il pourrait me corriger tous mes problèmes quand même. Bon. C'est là où c'est C'est un peu difficile parce que quand tu as un client qui justement te dit ça, en fait, enfin, on n'a jamais eu le cas directement, on a des gentils clients, mais tu peux avoir un gros client qui dit au prix où on paye, j'espère qu'on va avoir ça parce que sinon, et toi, quand tu es tout petit et qu'en plus tu es bootstrap et que tu n'as pas 200 millions de dollars sur ton compte en banque, tu fais genre, qu'est-ce que je fais là du coup? C'est pas toujours évident, ouais. C'est pas toujours évident. Ok, on va passer au monsieur avec des questions exotiques, Monsieur Blin, qui a des questions non techniques. Est-ce que tu es prêt à nous dégainer ta première question, Jérôme? Elle est prête. En fait, il y en a plusieurs. Je ne sais pas par où commencer en vérité. Ah bah ça c'est toi qui vois, hein. Je vais essayer, parce qu'on parle beaucoup. Alors, tu es un vieux de la vieille quand même. Tu as plus de 20 ans d'expérience, si j'ai bien compris. Si je Ouais. peux me permettre, hein. Regarde, j'ai une barbe grise Euh, un peu, donc voilà, il faut y a pas le mentir. package complet, quoi. Du coup, ouais, tu connais bien, tu as vécu plusieurs phases.
de l'informatique, de la technologie. Euh, il y a une question bête, généraliste, et Je n'ai pas je vu les fais un... dinosaures, ça c'est juste au cas où. Pas encore. Ah, là, enfin, pas. Ok, bon. Ouais, non, c'est juste. Ok, tant pis. Il est parti trop loin. Non, en fait, c'était une question un peu putaclic, mais souvent, elle résonne plus subtilement, mais je vais la poser comme ça sera plus rapide. Est-ce que l'informatique, c'était mieux avant? Ah non, je crois pas, vraiment pas. Ouais, Non, c'était pas mieux avant, c'est différent. En fait, ce qui change, c'est le niveau d'abstraction. Quand tu es vieux, c'est ce qui fait peur des fois. Il y a deux choses qui changent, c'est le niveau d'abstraction, c'est-à-dire que tu montes de plus en plus. C'est-à-dire que bah, en fait, c'est stupide ce truc à l'histoire de l'informatique, on écrivait avec des cartes à perforer du code, et puis avec de l'assembleur, et puis avec du C, et puis avec du Java, et avec des choses de plus en plus haut niveau. Puis maintenant, c'est ChatGPT qui écrit le code, donc il n'y a plus rien à faire. Donc tu changes de niveau d'abstraction en fait, en permanence. Donc effectivement, quand tu vieillis, tu peux devenir un vieux con et dire oui, c'était mieux avant, et en fait, je vais continuer à faire ce que je fais. Et tu prends une trajectoire qui est la tienne et tu restes dessus. Et il y a des gens qui font ça à partir d'un certain âge ou d'un certain âge dans ta carrière, en fait, t'en as marre. Du coup, tu t'arrêtes, tu dis voilà, moi j'arrête, je vais rester au ouais, COBOL. je C'est suis cool, je serai plus. consultant COBOL. Genre, tu fais du Java 6, tu dis voilà, moi Java 6 c'était cool, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Il y aura toujours des applications en Java 6 à maintenir et tu peux faire ça et tu changes de trajectoire, tu te mets sur le coup à côté et tu t'arrêtes. Ça, c'est possible en fait. Et du coup, tu peux dire après, c'était mieux avant. Je restais comme Ouais, ça. Mais c'était pas mieux avant. C'est juste que maintenant, c'est différent. Et l'autre chose qui est très différente, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était très facile de comprendre comment ça marche un ordinateur de A à Z. C'est-à-dire que tu prends un ordinateur, bah, je peux t'expliquer comment ça marche, du microprocesseur à l'OS, à tout, parce que c'est tout petit en fait. Et ça tient dans mon cerveau, t'expliques comment ça marche. ouais, Aujourd'hui, c'est encore vrai pour un ordinateur, mais la complexité des systèmes et des déploiements, et des infrastructures et de l'Internet fait que ça tient plus dans mon cerveau et qu'aujourd'hui, si tu parles des vieux développeurs comme moi, j'en connais, ils parlent à des petits jeunes, ils font. Mais ils savent rien, ces jeunes-là, en fait, aujourd'hui. Bah, en fait, ils savent plein de trucs sur genre React, qui n'existait pas il y a 20 ans, qui est un framework énorme de JavaScript, de machin, donc tu connais tout ça. Et je dirais le montant enfin, ce que ça représente comme connaissance de connaître tout ça, c'est autant que ce que tu connaissais tout en informatique il y a 20 ans, en fait. Et tu savais comment ça marchait, DNS, TCP/IP, etc. Et maintenant, oui, il y a des gens, ils sortent de l'école, ils savent pas comment ça marche en détail parce qu'en fait, c'est devenu tellement complexe. Et désolé, enfin, même un truc simple comme DNS, c'est devenu tellement compliqué maintenant entre DNS sec, machin compagnie. J'ai appris SMTP. Je parlais SMTP, POP et IMAP couramment il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de. Déjà, il faut faire du SSL, je parle pas SSL couramment. Et en plus, tu as tellement de couches par-dessus de SPF, de DKIM, de DMARC, de machin, tout qui sont Exactement. rajoutés. En fait, tu peux pas, tu dois te spécialiser. Donc, c'était pas mieux avant, c'est différent, ça s'est élargi. C'est-à-dire que tu as plus en plus, tu peux être. Avant, être ça s'est spécialiste en complexifié? informatique, ça s'est pas complexifié, ça s'est juste élargi. Tu as plus de choses. Et après, des domaines se sont complexifiés à juste titre, que ce soit, j'en sais rien, l'email, le DNS ou le front-end, parce qu'en fait, on fait des choses de plus en plus belles, en fait, de plus en plus intéressantes, de Ouais, plus en plus complexes et dans le bon sens du terme, hein. Je veux dire, maintenant, on a quand même, voilà, ChatGPT, quoi. C'est quand même ouf. Et donc, du coup, on arrive à ça. Donc, c'est différent d'il y a 20 ans. Est-ce que c'est mieux? Non. Moi, je trouve ça vachement mieux maintenant. On fait 10 fois plus de trucs, c'est 100 fois plus excitant maintenant. On va avoir des voitures qui roulent toutes seules. Enfin, c'est 10 fois plus marrant maintenant qu'il y a 20 ans. Finalement, c'était vachement novateur et c'était cool et super excitant il y a 20 ans quand tu commençais à aller sur Internet et tu fais waouh, mais c'est ouf. ouais. Mais en fait, maintenant, il y a des voitures qui roulent toutes seules. À quel niveau de oufitude on est? Donc, non, c'est pas mieux avant, c'est différent. Et soit tu te mets sur le bas-côté et tu dis c'était mieux avant et t'arrêtes. C'est un choix, ça s'appelle la retraite. Mais sinon, non, c'est cool. Je trouve qu'il y a encore plein de trucs et j'ai hâte de voir dans 10 ans ce que ce sera. Je pense que ce sera encore mieux dans 10 ans, quoi. Alors justement, là, tu parles de ChatGPT, et puis aussi en début d'émission, je l'ai chopé en vol. Tu as dit que tu travailles sur d'autres choses pour le futur. Alors, est-ce qu'il y a des technologies que tu surveilles de près, et est-ce que c'est en relation avec ce que tu prépares sur le futur? Ouais, ce qu'on regarde pas mal aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est LLM, etc. Parce que, il y a pas mal de cas d'usage. Enfin, je pense que tout le monde a essayé de coder avec ChatGPT. Ouais, GitHub bosse beaucoup sur Copilot, etc., qui est quand même super intéressant. Et Copilot chez Microsoft en général, c'est quand même assez cool ce qu'ils font, ce qu'ils préparent, ce sur quoi ils bossent. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire là-dedans. Donc ouais, c'est des sujets qu'on regarde aujourd'hui. Nous, on commence à bosser sur ça du côté CI. Typiquement, le produit sur lequel on bosse en ce moment, c'est un produit qu'on appelle CI Monitoring. L'idée, c'est de faire ce que font les humains. Aujourd'hui, quand tu es ingénieur de CI ou ingénieur qui fait du CI, quel que soit ton rôle, tu passes beaucoup de temps à aller lire les logs du CI et à comprendre c'est quoi le problème. Et en fait,
ce que tu fais a rarement beaucoup de valeur. Alors, le comprendre d'où vient le problème, la root cause, ça, c'est un humain qui peut le faire, mais à savoir lire le log, trouver l'information intéressante et voir que ton problème a plusieurs endroits différents, par exemple, est le même, ça, tu le fais avec tes yeux d'humain et vraiment des trucs basiques de cerveau qu'en fait, dans des LLM aujourd'hui sont capables de faire. Donc, c'est tout sur lequel nous on bosse et utiliser ce genre de techno justement pour accélérer le processing de tes problèmes de CI. Parce que c'est un vrai, quand tu fais beaucoup de CI, tu as des beaucoup de problèmes. Tu as les flaky tests, par exemple, donc on a une capacité chez nous de pouvoir aller lire un log, comprendre que lire les logs, c'est intéressant parce que ça veut dire zéro intégration. Grosso modo, ça veut dire que nous, on peut juste choper le log de ton build, regarder ce qui se passe, dire, OK, ça, c'est un test qui a échoué, c'est tel test. Ce test-là, il a déjà échoué dans 3 paires différentes avec la même erreur. En fait, c'est pas toi le problème, c'est un flaky test. Donc, ce qu'on peut faire, c'est automatiser, puisqu'on aime bien automatiser. On va relancer le test à ta place. Comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir relancer, faire passer ta paire de rouge à vert et la merge à la fin. C'est pas la bonne solution à long terme. Du coup, on va ouvrir un ticket dans notre système en disant, bah voilà, là, tu as un flaky test. Nous, on a relancé le test pour toi pour que la paire elle puisse être mergée. Par contre, ce serait cool que tu le corriges parce que 20% du temps, on doit relancer les tests à ta place. Ça coûte plus cher. Parce que le CI, ça coûte cher. C'est du cloud. Du coup, ce serait cool que tu le corriges. Et après, on peut aussi faire un calcul magique qui est combien ça va te coûter de le corriger, combien ça te coûte en CI, est-ce que ça vaut le coup de le corriger? Parce que c'est là, après, à la fin, est-ce que ça coûte plus cher en temps humain de corriger un flaky test que de relancer des tests? C'est aussi une bonne question. Mais voilà, c'est le genre de trucs sur lesquels on bosse, nous, aujourd'hui, où on s'intéresse beaucoup à ça parce que bah, c'est encore des pain points assez importants chez nos utilisateurs qui font beaucoup de CI et qui souffrent de. Le CI, ça marche pas toujours. Mm. Ouais. Dernier, un truc justement qui m'interpelle souvent, et bon, moi je suis pas le côté technique, c'est Anthony, il y a 10 000 lieues de moi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi le côté entrepreneuriat. Là, tu évoques un truc, justement, vendre un produit, c'est solutionner un problème, en fait, hein. Le marketing, c'est formuler comment on a trouvé la solution et comment on peut aider les gens. Ça vous prend du temps d'identifier des problèmes. Et est-ce que vous avez des tips pour identifier les problèmes pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent? Ouais, parler aux gens. Ouais. C'est le problème numéro un En fait, l'histoire classique des gens dans notre position, moi et Mehdi, on est deux ingés, on fait de l'open source depuis 20 ans, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Quand on a monté Mergify, genre, l'échec était écrit d'avance, c'est-à-dire qu'en fait, ce que font toutes les boîtes que je croise dans notre position, c'est ils codent le truc. C'est ce qu'on a fait au début, on code le truc, on a fait c'est cool, ça marche, on avait un site internet, on a dit c'est bon maintenant, les gens vont l'utiliser. Et t'as pas d'utilisateur ou t'en as un qui est plus ou moins content, et tu dis ah oui mais attends c'est normal, il manque telle feature. Du coup tu rajoutes une autre feature que tu penses qui est intéressante et t'as pas plus d'utilisateurs. Mais c'est normal parce qu'il te manque encore la feature d'après. Et donc en fait c'est vachement plus marrant d'écrire des features que d'aller parler aux gens, surtout quand t'es ingénieur, c'est pas trop ton taf d'aller discuter avec des gens et de comprendre ce qu'ils veulent, c'est Mhm. quoi leur problème. Là pour écrire du code et rigoler un peu. Et beaucoup d'équipes commencent comme ça, et c'est cool parce qu'en plus on a des très bons ingénieurs en France et on sait faire ça vachement bien, mais le problème c'est que ça fait pas connaître ton produit et ça fait pas connaître les problèmes que tu peux résoudre en fait. Et donc c'est exactement l'inverse. Moi je fais l'extrême inverse maintenant et je dis à tous les gens que je croise qui font ce genre de projet, typiquement ingénieur qui montre un projet tech et qui a un SaaS sympa, etc. Je dis arrête de coder. Si tu l'as vendu par exemple une fois, arrête, trouve un deuxième client, c'est ta seule. Arrête de coder des features pour le client que tu as. Juste va chercher un deuxième client, va parler à des gens et vois que le problème que tu as résolu, eh ben, en fait, il overlap à 80% avec le problème des autres ou que pas du tout. En fait, tu auras juste un client parce que tu as fait un truc ultra custom. Et ce qu'on a fait avec Mehdi, c'est qu'au bout de, je dirais, 1 an, 2 ans de dev, on a coupé la poire en deux et j'ai dit à Mehdi, écoute, toi, tu vas faire la tech, tu vas être CTO, tu vas coder le truc, et moi, je code pas, je fais tout le reste. Je fais le marketing, le commercial, tous les trucs chiants. Et je fais plus, parce qu'en fait, si on joue à tu codes, je review et je code, tu review tout le temps, en Mhm. fait, on va bien se marrer, mais on va rien vendre du tout, quoi. Donc, en fait, on a fait ça. C'est pour ça que je fais de moins en moins, enfin, très peu d'ingénierie maintenant, et je fais beaucoup de code review encore parce que c'est plus rapide que d'écrire du code. Mais en fait, parce que c'est obligé de faire ça pour pouvoir faire connaître ton projet. Et donc, du coup, ça m'a donné aussi l'occasion, quand tu fais entre guillemets du marketing et que tu vas parler aux gens sur le terrain en disant, bah, on fait ça vous intéresse ou pas? Et il dit, non, ça m'intéresse pas. Moi, mon problème, c'est ça. Et du coup, tu fais, ah, c'est ça ton problème. Bah, je m'en fous. Parce que des fois, tu t'en fous. C'est pas ton problème. T'as pas envie de le résoudre, ce problème. Et des fois, Mhm. tu dis, ah, mais ce problème-là, en fait, moi, je pourrais t'aider à le résoudre. Qu'est-ce que tu penserais de ça? Et, ah oui, ce serait pas mal. Et tu trouves. Parce qu'en fait, quand tu résous le problème d'une personne ou le tien,
Nous, quand on a commencé, c'était notre problème à nous, mais on n'est pas sûr que les autres elles-mêmes. On s'en est rendu assez vite compte parce qu'on avait la chance d'avoir un peu de réseau dans des projets open source et que d'autres projets open source ont dit, c'est cool ce que vous faites, les gars, ça a l'air intéressant, on peut l'utiliser aussi pour notre projet. Bah oui, du coup, ok, Mergify, c'est gratuit pour les projets open source, allez-y. Mais c'est ça, c'est parler avec les gens et de bien comprendre c'est quoi leur problème. Donc je passe pas mal de temps, toujours, à discuter avec les clients, les prospects, tout le temps, parce que en fait, tu veux être sûr que tu es bien sur la bonne direction et que tu résous bien les problèmes que tu veux résoudre et qui ont de la valeur en fait, et que tu veux du coup générer de la valeur pour tes utilisateurs au final. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc en gros, tu puises beaucoup plus euh, par proactivité plutôt que d'aller chercher dans toi en tant qu'ingénieur quelles seraient tes problématiques, essayer de réfléchir, etc., etc., quoi. T'es sûr de te gourer, hein. Franchement, Ouais. essayer d'inventer des problèmes dans ta tête, c'est un des paradoxes pour beaucoup de gens qui, par exemple, il y a beaucoup d'ingés qui voudraient bien faire un SaaS, voudraient bien faire un truc, mais en fait, c'est très compliqué parce que si tu es dans un boulot un peu chiant, où tu développes des trucs, peu importe un site web, machin, c'est ton boulot, et que c'est ce à quoi tu es exposé au quotidien, et que bon, tu rentres chez toi et tu regardes Netflix, et je veux dire, enfin, tu as une vie sociale, c'est pas le sujet, mais je veux dire, t'es pas exposé à d'autres problèmes, en fait, bah, tu peux pas avoir une solution au problème auquel tu n'es pas exposé. Donc il faut aller dehors, parler à des gens, n'importe qui, dire bah, tiens, j'ai envie de résoudre un problème dans tel domaine, bah, va parler à des gens dans tel domaine et demande-leur c'est quoi leur problème. Leur plus gros problème, c'est quoi? Et si tu essaies d'inventer les solutions à des problèmes fictifs dans ta tête, tu peux avoir un coup de bol et ça peut marcher en vrai, mais c'est quand même super compliqué en fait. Tu sais pas du tout, tu Ouais, n'as c'est pas plus bonne chance sur concret le coup. d'aller chercher. Ouais. Bah, faut être Mm. sûr si tu veux. Et ce que je prône maintenant, c'est de dire, quand les gens me disent, ah, j'aimerais bien faire ça, etc., ce que font les ingés, c'est qu'ils buildent le truc. Et moi, je dis à tout le monde, ingé ou pas ingé, d'ailleurs, ne buildez pas le truc. Faites un site web qui pitch le truc, mettez un formulaire de carte de crédit, et si les gens mettent leur numéro de carte de crédit, buildez le truc. Et dites-leur, désolé, en fait, c'est pas vrai, je l'ai pas fait pour de vrai, votre numéro de carte de crédit sert à rien. Parce que si tu demandes même à des gens, et si je faisais ça, est-ce que ça vous intéresserait, vous serez prêt à payer? Tu demandes ça à tes potes ou à ta famille, ils vont dire oui, oui, bien sûr. Personne va te dire non, c'est nul. Et en fait, dire ok, mais t'es prêt à me donner X euros maintenant pour que je le build, et etc. Bah, il y en a beaucoup qui vont te dire non, en fait. Et ça, c'est le test ultime. C'est très difficile pour les gens psychologiquement de faire ça. Mais c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, tu fais le truc à l'envers. Tu dis, bah voilà, je fais ça, etc. Et quand tu as suffisamment de commandes, c'est ce que font d'ailleurs pas mal de gens maintenant sur Kickstarter, etc. Et c'est une très bonne approche, c'est qu'au moins tu es sûr que les gens ils le veulent à la fin et que ça vaut le coup de le builder et pas l'inverse. Et beaucoup d'ingés ont tendance à faire l'inverse parce qu'il est vrai, c'est plus drôle de coder que d'essayer de parler à des gens, de les convaincre d'acheter. Donc voilà. Ah, j'ai lu un livre qui s'appelle Fast, je crois, je crois que c'est plus, ouais. C'est un mec de Google, Jack Knapp, je sais plus comment il s'appelle exactement. Et eux, ce qu'ils font, c'est que ils vont directement dans, comment ça s'appelle la version Apple, Keynote, donc Google Slide ou PowerPoint. Ils font une vraie maquette propre du truc. Ils font tester des gens. Voilà, ça leur a coûté une journée de boulot pour faire la maquette en une sorte de l'heure en fait, hein, à des personnes non averties et testent et ils font en fonction des retours clients. Idem pour les problématiques. C'est ça. Et Bah, tu minimises l'investissement, le coût, et tu maximises le retour. C'est plus rapide de faire un site web qui pitch le truc avec un formulaire bidon de carte bancaire que de faire un truc avec une feature pour dire ouais. non, mais je vais être sûr que ça marche. Je vais quand même pas présenter un truc qui n'existe pas aux gens. Mais si tu promets aux gens que si tu pitches ton pitch, c'est vous avez tel problème, moi j'ai la solution. Ils vont juste être déçus que tu l'aies pas fait pour de vrai, mais ils vont être très contents qu'en fait, toi aussi, tu aies identifié le problème et que tu sois prêt à bosser sur une solution. Et d'ailleurs, c'est ce que on conseille aussi à beaucoup de gens, c'est au moins, si tu n'as pas la solution, c'est de créer une communauté de gens qui ont ce problème autour de toi parce que c'est tes futurs clients Hmm. et qu'en fait, ils seront contents déjà de se sentir moins seuls et dans une communauté de gens qui ont le même problème qu'eux. Nous, les gens qu'on a dans notre communauté Mergify, c'est que des gens qui ont des problématiques de CI et qui peuvent être du coup au final même amenés à discuter entre eux ou avec nous directement, mais pour parler des problèmes qu'ils ont en commun, c'est bon, le CI, des fois ça marche, des fois ça marche pas, comment on fait ça, etc. Et comment tu fais ton CI quand tu as un monorepo, quand tu as plein de repos, quand tu as des multiservices, machin. Et du coup, tout ça, en fait, les gens sont contents de dire, OK, bah, je suis pas tout seul avec mon problème. Il y a un endroit où tout ça, on peut en parler, c'est la communauté Mergify. Et en plus, bon, il y a un produit à côté qui nous aide à faire plein de trucs. Donc ça, c'est cool parce qu'on essaie de résoudre une partie des problèmes. Pas tous les résoudre non plus. Mais et c'est ça qui est cool. Et c'est le premier truc à faire, c'est vraiment de ça avant de builder quoi que ce soit qui, en fait, coûte une fortune en termes de temps et d'investissement Ouais, parce que en vrai, c'est long de faire un logiciel. carrément. Clairement. J'aimerais quand même, excusez-moi, parler de ce super biais de développeur, de penser que tu es un super-héros de la pensée et te dire que, mais s'il y a un problème, je peux le résoudre.
Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Ce n'est pas résoudre un problème, c'est de vendre un produit. Et moi, pour Cloud Mercato, j'ai plus ou moins une application SaaS, un portail, etc. Et comme tu dis, hein, je vais me plonger dans mon code, je vais être là, ah ouais, je fais des features, je suis bien content, j'évolue, c'est trop bien. Oh là là, je vais passer de 1 million de lignes de code à 1 million 20 lignes de code, c'est trop bien. Mais c'est pas ça le sujet du business, en fait. C'est absolument pas ça. Et du coup, tu replaces vraiment je crois que c'est le loup au milieu de la bergerie, si on peut dire ça comme ça, C'est ça. en nous disant ça, Julien. J'ai envie de faire un petit cas d'usage. Disons que je m'appelle Claude Emmanuel. Je suis développeur et j'ai, je sais pas, 2, 3 ans de développement Ruby, par exemple, dans les pattes, avec une application qui est faite pour référencer, je sais pas, le taux de satisfaction des gens qui vont boire dans les fontaines publiques. Ça sort des trucs, moi. Et une application lambda, quoi. Et donc, pourquoi est-ce que je devrais aller chez Mergify de base? Qu'est-ce qui va faire que ce petit gars qui travaille pour une entreprise qui fait cette application devrait aller chez Mergify? Ma petite idée à moi, c'est que il fait ça à l'arrache pour l'instant et que Merlify va lui donner un cadre, notamment parce qu'on est en train de recruter 4 autres gars derrière et que ton travail à l'arrache, ça fonctionne pour une personne. Mais je pense que tu as d'autres arguments, d'autres choses qui amènent des clients vers ton entreprise. Ouais, déjà, c'est pas la taille qui compte pour la taille des équipes. C'est important de le dire parce qu'on a souvent le truc disant ouais, mais nous, on est tout petits, on est quatre. Mais en fait, on a commencé à écrire Mergify, on était trois sur le projet. Mm. Déjà, trois, on a besoin de Mergify. Donc, c'est pas vraiment la taille qui compte, encore une fois. C'est vraiment que tu sois 5 dans l'équipe ou 200, en fait, ça change pas grand-chose. Ce qui change vraiment, c'est le mindset, c'est-à-dire est-ce que tu veux automatiser vraiment ton taf, c'est-à-dire tu fais confiance à ton CI en termes de coverage de tests, unitaire, fonctionnel, end-to-end, ce que tu veux, parce que tu veux pas tester à la main. Donc ça veut dire que tu prends le pari que ce que tu fais va être du long terme. Donc tu écris des Mm. tests et tu testes pas tes trucs à la main, t'es pas là en train de bricoler et de dire ah, je sais pas si ça marche, il faut que je teste, et puis une fois que j'aurai mis en prod, il faudra que je reteste pour être sûr que ça marche, tu fais confiance à ça. Tu te déploies automatiquement aussi. Ça veut dire que potentiellement, une fois que c'est mergé, il n'y a aucune raison de ne pas déployer derrière. Et donc, tu es prêt à déployer 10, 20, 30, 40 fois par jour. Donc, si tu es dans ce mindset-là, qui est le turfu, enfin le présent pour beaucoup de gens, mais encore le turfu pour beaucoup de gens aussi, si tu es là-dedans, bon, si tu es tout seul, bon, oui, effectivement, c'est pas forcément incroyable de commencer par Mergify, il y a d'autres priorités. Mais quand tu commences à avoir une équipe de 3, 4 personnes, tu as le problème suivant qui est, en tout cas, par exemple, pour une leçon d'une merge queue, qui est, tu vas merger. Alors, si tes développeurs sont bons, normalement, ils font pas une paire de 5000 lignes par semaine, mais plusieurs paires de manière incrémentale. Donc, peut-être une paire par jour, par exemple, ce qui me Ouais. paraît être pas un bon ratio. Tu fais une paire par jour. En général, moi, quand je fais des paires, elles sont toutes petites, donc j'en fais facilement 2 ou 3 par jour. En vrai, si je me mets à coder, c'est pas un truc, je préfère découper mon travail, c'est plus facile à relire et ça va plus vite. Donc, à Mm. partir de là, si tu bosses dans ce truc-là et que tu commences à avoir un trafic de 3, 4, 5, 6 paires par jour à merger, bah, tu commences à avoir ce problème de, il y a une des paires qui va rajouter un test et la paire d'à côté, en fait, elle passera pas ce test. Mais ça, tu le sais pas parce qu'aucune des deux est mergée pour l'instant. Donc, quand tu vas en merger une ou l'autre, eh ben, ça va casser l'autre paire. Mais comme tu vas pas rejouer les tests parce qu'il n'y a pas de conflit et que tu n'as pas de raison de faire un rebate ou quoi que ce soit, tu vas merger les Mm. deux. Et en fait, si tu relances ton CI, ce que font beaucoup d'équipes, c'est qu'elles mergent le code et ensuite elles relancent le CI. Et si le CI passe, elles le déploient. Le problème, c'est que quand le CI passe pas après le merge, tu as une branche main qui est cassée et tu peux plus déployer. Donc tu dois tout arrêter, dire attendez les gars, on peut plus déployer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mergé un truc là, c'est peut-être le dernier a priori, il faut qu'on le revert. Donc tu dois faire un revert. C'est stupide, c'est une des premières boîtes qui a buildé une merge queue à l'échelle, c'est Uber. Il y a 2 papiers de recherche sur le sujet qui sont sortis en 2019 et 2022, je crois, sur leur merge queue et l'évolution qu'ils ont faite du coup. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils décrivent, c'est que à leur échelle de quelques centaines d'ingénieurs, passer son temps à arrêter le déploiement parce que bah, du coup la branche main est cassée et qu'il faut faire un revert. Et puis en plus, si tu as 5 paires ouvertes en même temps, qui sont Mm. incompatibles fonctionnellement les unes avec les autres, tu merges les 5 Mm. d'un coup, ton CI va retourner avec les 5 d'un coup qui ont été mergés, et ça va te dire c'est cassé, mais du coup, tu en as 5 à retrouver. Dans les 5 c'est laquelle qui casse quoi? Tu sais pas en fait. Donc tu es parti pour avoir une équipe entière qui investigue. Bon, si tu es 3 ou 4 c'est un ingénieur qui passe 2 heures de temps ou une demi-journée à investiguer. Attends, c'est laquelle qu'il faut que je revert, etc. Alors, c'est une perte de temps
Juste, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu merges la première, tu mets à jour la suivante, tu regardes si elle marche toujours, et si elle marche pas parce qu'elle est incompatible, ben, du coup, tu la corriges. Et en fait, quand tu mets Mergify, une merge queue, tu te retrouves dans un cas où en fait, tu lances plus le CI avant de déployer, parce qu'en fait, ce que tu merges, c'est littéralement ce que tu testes avant de merger, c'est littéralement le résultat final que tu auras en fait avant de déployer. Donc en fait, tu testes, tu merges, et tu es sûr que ce que tu vas déployer, c'est exactement ce que tu viens de tester avant le merge. Donc il n'y a aucune nécessité de relancer les tests après et c'est terminé, tu sais qu'en fait ça marche et donc tu peux déployer aussitôt. Et donc tu merges jamais un truc qui va casser ta branche main, c'est ce qu'on appelle souvent du evergreen main, c'est ton main est tout le temps vert, il est tout le temps fonctionnel, c'est tout le temps déployable. Ce qui est quand même assez génial parce que si jamais tu te trouves dans une situation où le worst case scénario c'est tout est cassé parce que tu as mergé des paires incompatibles, et là il y a le téléphone qui sonne, le téléphone rouge sur le bureau qui dit c'est cassé aussi en prod en plus. En plus, il faut mettre un hotfix. Tu ne peux pas mettre de hotfix. On a 5 paires qui n'ont jamais été déployées, qui passent pas le CI. Et maintenant, vous voulez qu'on fixe un truc à l'arrache? Waouh, il faut qu'on revert tout, mais en fait, il y avait dans des revert, il y avait des trucs de changement de SQ. Oh, ouais, c'est la cata. Tu vois, tu sais plus du tout là, tu as juste envie Ouais. d'arrêter. Tu perds une journée de taf entière et toute ton équipe, pendant que tu fais ça, toute ton équipe peut plus rien merger. Donc en fait, tu as 5 mecs qui vont passer leur temps à résoudre ce problème-là et tu en as 150 à côté qui sont bah, ne plus merger apparemment, donc je vais aller me faire un café. Et au prix de l'heure de l'ingénierie, c'est un peu dommage quoi. Donc en fait, si tu es dans ce mindset-là, de dire ok, mais moi je veux pas aller là-dedans et je vais continuer de grossir et d'avoir de plus en plus de paires mergées au quotidien, etc. Et je veux être sûr que ça fonctionne. C'est là où en fait où les équipes viennent nous voir assez vite, c'est qu'elles se rendent compte que bah, elles passent leur temps à faire des reverts parce que les gars mergent des trucs qui marchent pas. Mais c'est pas de chance, hein. Des fois juste tu bosses sur des trucs, tu déplaces un fichier et puis la paire d'à côté elle n'a pas eu que déplacer le fichier, tu merges et bim, bah, il faut revert. Et donc, en fait, elles en ont marre de ça, elles veulent améliorer la qualité de ce qu'elles mergent. Donc, ça fait partie de tout ce mindset où, en fait, tu fais un CI de plus en plus costaud en termes de coverage, en plus de tests fonctionnels, unitaires, etc. Et en plus, tu testes avant de merger la paire, tu la retestes pour être sûr qu'elle est bien à jour et qu'elle fonctionne. Et j'ai piqué le terme à Romaric de Covry, mais en fait, on aime bien les ingénieurs pragmatiques, c'est-à-dire les gens qui comprennent ce problème-là, qui font, ouais, bah, il faut qu'on le résolve, en fait, et pour ça, il faut une merge queue, et il faut qu'on automatise ça, parce que si on attend que les gens fassent des git rebase à la main à chaque fois qu'ils mergent leur truc, on n'a pas fini, ça va coûter très cher en CI, donc on a besoin d'avoir ce truc-là. Et c'est typiquement les gens qui viennent nous voir aujourd'hui pour utiliser Mergify, c'est leur première utilisation, c'est ça, et avec des optimisations derrière pour pas que ça coûte trop cher de faire du batch. Donc par exemple, quand tu as 4-5 paires qui sont mergeables d'un coup, bah, tu les mets dans un batch, dans une branche temporaire, tu testes cette branche-là, et si ça marche, bah, tu la merges. Mais tu testes avant de merger, pas après, quand c'est trop tard. Ok, mais comment j'imagine, enfin, tu me dis que vous êtes capable de tester, enfin, de ce que je comprends sur le process, quelqu'un soumet une PR, donc notre super Cloud Emmanuel soumet une PR à son projet. Mergify va prendre cette PR, va dans un environnement particulier, va merger et voir si elle marche en fait. Ouais, on crée des branches en fait de manière temporaire pour merger là où les paires, par exemple, et on utilise le CI du repository directement. Mm, Pour tester ce scénario-là, en fait. C'est-à-dire que si par exemple tu as 5 paires qui sont mergeables, on va créer une branche avec les 5 paires, si on fait du batch par exemple, une mm, branche temporaire. On va déclencher le CI dessus, pour que le CI nous dise si oui ou non ça marche ce scénario-là de 5 paires. Et s'il marche, on va merger les 5 paires en disant c'est bon, on a testé, ça marche, donc on peut les merger, il n'y a aucun problème, elles ne sont pas incompatibles entre elles. Si jamais ça ne marche pas, dans ce cas-là, nous on va se débrouiller pour bah, dans les 5 paires, on sait que les 5 paires ensemble ne marchent pas, donc on va mettre de côté la cinquième. Et on va tester par exemple de 1 à 4 pour dire est-ce que ça marche de 1 à 4 déjà. Oui ou non. En général, on le fait en découpant, on fait un peu comme un guide bisect, on fait plusieurs tests de morceaux mm. du batch en parallèle pour aller plus vite. Mais l'idée, c'est ça, c'est de tester, en fait, de trouver dans ce batch de 5 paires, quelle est la paire qui fait que le CI fail, et de la supprimer de la queue et de dire au développeur, bah, désolé, ta paire, elle était mergeable, mais en fait, elle n'est pas compatible avec les autres qu'on est en train de merger. Donc tu te débrouilles, on va merger les 4 qui fonctionnent ensemble, et toi après elle marche pas, donc il faut que tu te débrouilles et que tu corriges genre un fichier a été renommé, désolé, il faut que tu changes ton import. Et ben, dans ce cas-là, le développeur le fait et on est sûr qu'on n'a pas mergé son truc qui casse tout. Il a juste un peu de taf à faire de son côté, mais il le fixe, il le fait avant de merger, pas quand c'est trop tard, juste avant de déployer. D'accord. C'est marrant parce que moi, la vision que j'ai de Mergify, elle est un petit peu celle que j'ai du serverless dans le cloud classique. Dans le sens où dans le cloud classique, même si c'est le futur et qu'il y a plein de services, etc., bon, 80% des gens, ils sont sur des VM, hein, on va pas se le cacher. Et il y a plein de services, il y a plein de trucs, et on a le serverless. Et le serverless peut être utilisé pour faire des tâches business, bien sûr. Mais pour moi, le serverless, c'est aussi une glue qui permet de mettre
comment dirais-je, un environnement à événement dans le cloud. C'est-à-dire que quand tel événement arrive, je suis capable de lancer telle fonction et de pouvoir faire telle action. Cette action, ça peut être, comme je disais, un business métier, mais ça peut être aussi supprime tel utilisateur, révoque son API ou n'importe quoi dans un cloud, dans un environnement cloud, quoi. Et Mergify, j'ai un peu la même vision dans le sens où d'un côté on a le repo, d'un côté on a le CI, les deux ils font leur machin, et d'un coup on rajoute une glue au milieu qui donne beaucoup plus d'intelligence et qui permet de faire des actions intelligentes et sensées ou pragmatiques, comme tu Ouais. disais à l'instant. Euh, et on peut se dire non, ce n'est pas indispensable, mais en fait dès qu'on commence à passer à l'échelle, on n'a pas envie de faire toutes les petites actions chiantes que tu viens de nous dire, où, OK, on a 5 PR, on merge les 5. Déjà, rien que le fait de se dire, on va créer une branche particulière pour mettre les choses dedans et la tester, personne n'a envie de le faire, en fait. Donc, Non, mais- tu peux le faire à la main, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux le faire avec un fichier Excel et traquer dans quel ordre tu merges et tout, mais en fait, c'est fastidieux, et puis ça n'a aucun intérêt pour les ingénieurs de faire ça, parce que c'est automatisable, et Exactement. c'est ce qu'on fait, parce que c'est pas là où ta valeur, elle est en tant qu'ingénieur, ça n'a aucun sens. Exactement. Et le fait que vous soyez une glue et que vous mettiez plus d'intelligence, en 3 mots peut-être, moi, ça me fait dire que vous êtes quelque part aussi un FinOps du CI/CD. Parce que vous pouvez très bien mettre la promesse aux gens, comme font tous les FinOps, on vous réduit votre facture de CI/CD de 70% ou quelque chose comme ça, en fait. Ouais. Clairement, ça. J'ai pas encore utilisé votre service, mais moi, quand je vois le truc, si vous pouvez me dire que mes tests qui durent 67 minutes à chaque fois que je les lance, bah, Mergify va dire hop, 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 hop. On va prendre toutes les requêtes, les pull requests, on va les merger et ensuite on va tester. Bah, on va passer de 5 fois, de 6 fois ou 5 fois 67 minutes à une fois 67 minutes. Et là, pour moi, on est dans le pur FinOps en réalité. Ouais, c'est ce qu'on fait en fait, ce que tu décris, c'est ça avec les badges par exemple. On a beaucoup de clients qui font ça. Souvent, le cas que tu as, c'est que tu as des tests unitaires qui sont rapides, qui vont durer 5 minutes, et tu as des Mhm. tests fonctionnels ou end-to-end qui vont durer 1 heure. Et en fait, les lancer sur toutes les paires à chaque fois, ça coûte super cher, quoi. Alors, c'est cool parce que du coup, ta feedback loop du développeur, elle est entre guillemets rapide. Au bout d'1 heure, il sait si ça marche ou pas, mais ça coûte très cher. Donc, en fait, ce que tu fais souvent quand tu as une merge queue, c'est que tu vas mettre les tests unitaires qui vont être la condition pour rentrer dans la queue ou pour être mergeable. Tu vas rentrer dans la queue grâce à ça. Et une fois que tu es dans la queue, tu vas aller avec tes petits copains. Et par exemple, on va faire des badges de 5. On va faire une branche avec les 5 paires mergées. Et là, on va lancer les tests pendant 1 heure, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est cool, ça, tu peux merger tout ça. Et donc, du coup, effectivement, tu as un côté FinOps, comme tu disais, où bah, on va permettre aux équipes de dépenser moins d'argent de CI. Alors, c'est pas un truc qu'on market énormément. La feature, si, parce qu'elle intéresse beaucoup de gens, ne serait-ce que pour économiser du CI. Mais pour l'instant, les gens à qui on parle, en tout cas, ont pas des gros problèmes de budget CI, bizarrement. C'est-à-dire que c'est souvent pas un budget sur lequel ils ont envie de rogner. Donc on a du mal à, c'est un problème marketing hein, aujourd'hui, hein, pas technique, à leur dire, mais vous savez que vous pouvez économiser de l'argent, en fait, finalement, avec ça. Et en fait, les équipes avec qui on bosse, c'est un chose, on leur a peut-être des bons utilisateurs, mais ils sont plutôt en mode genre, peu importe le coût du CI, ça nous fait gagner tellement de temps, en fait, en ingénierie que de ne pas avoir de régression, de perdre du temps sur des sujets vraiment techniques, chiants et pas intéressants, que peu importe le prix du CI quelque part, et comme tu disais, c'est reste un qui est associé à du cloud et du CPU, donc c'est juste une infrastructure de plus à payer à côté du reste. C'est pas forcément un gros sujet d'optimisation. On a parlé des équipes d'ailleurs de FinOps là, en début d'année pour une autre idée de projet qu'on avait, pour justement essayer de targeter cette optimisation de coûts de CI et la barre est très très haute en gros pour aller sur ce genre de sujet parce que ils s'attendent à vraiment, il faut vraiment révolutionner le truc pour que ça les intéresse. Parce que ils n'ont pas non plus envie de perdre. Ils passent du temps, ne serait-ce que par exemple, les équipes passent plus de temps à optimiser les CI pour avoir des feedback loops et des déploiements plus rapides que pour économiser de Mm. l'argent. C'est le premier driver des ingénieurs aujourd'hui à qui on parle, c'est juste que ça aille plus vite parce que c'est cool quand ça va plus vite. L'effet de bord, c'est que ça économise aussi de l'argent, mais c'est pas vraiment parce que c'est pas les FinOps et que la finance aujourd'hui ne drive pas encore, en tout cas, même si cette année c'est un peu plus dur, etc. Il y a un petit côté récession, tout ça. Les CI sont pas les trucs qui ont été plus passés à la trappe finalement, parce que ça reste un truc assez clé pour beaucoup d'équipes et que ça vaut le coup en fait. Quel que soit ton coût de CI, enfin, ça aussi il est vraiment astronomique, mais ça vaut le coup par rapport au temps que tu gagnes. Donc c'est pas un truc sur lequel les gens passent vraiment du temps à renier en fait. Ok. C'est intéressant puisque moi je sais que ce qui me fait le plus chier dans le CI, c'est je fais une PR et j'ai besoin d'en faire une autre. Et bah, mes tests, ils prennent 10 000 ans.
comme tu disais toi tout à l'heure, 67 minutes, mais en vrai, c'est sûrement plutôt 2 heures et 14 minutes pour lancer tous mes tests. Euh, et toi, tu es en train de me dire que, bah non, mais Anthony, fais des batchs. Divise ça en plusieurs choses. Et voilà, tu vas solutionner le problème relativement rapidement. Est-ce que je me trompe là-dessus? Ou vous pouvez aussi Non, non, simplifier la vie des gens qui ont des CI/CD imbitables comme le mien? c'est pas une solution magique parce que tu vas rester avec tes 67 minutes de CI et c'est long. Et par exemple, si tu as un problème dans une de tes 5 PR, pour répondre à la scénario tout à l'heure, bah, tu le sauras qu'au bout d'une heure, quoi. Donc la latence, en fait, tu joues toujours sur un jeu de paramètres qui va être la latence, Mhm. le throughput, le nombre de paires que tu vas merger à l'heure, par exemple. Et tout ça va dépendre de Mergify, de comment tu configures, par exemple, mais aussi de ton CI. Et en fait, à un moment, ton CI, c'est aussi un point clé d'optimisation. C'est-à-dire que si tu as un job qui prend 2 heures, on ne pourra pas merger une paire en moins de 2 heures. C'est juste mathématique, quoi. À un moment, on ne peut pas aller plus vite. On peut merger 10 paires en 2 heures. On peut faire des tests en parallèle, ça on sait faire aussi. Faire plusieurs batchs de paires, de 5 paires testés en parallèle. Donc 0 à 5, de 0 à 10 et 0 à 15, par exemple. On peut tester ça en Mhm. parallèle, etc. Ça on sait faire. Donc on peut maximiser le throughput, le nombre de paires qu'on va merger par heure, par exemple, mais la latence, elle dépend quand même grandement de ton CI à la base. Donc ça, et non seulement la latence donc, de tes merges, mais aussi en fait de ta feedback loop, c'est-à-dire que tes développeurs, s'ils doivent attendre 48 heures pour savoir si oui ou non sa paire elle marche, franchement, coder dans ta boîte, ça va être compliqué, tu vois. C'est genre, je pense que ça marche, mais on le saura que dans 48 heures, j'ai fait une typo, zut, bon bah je recommence, on attend 2 jours. C'est ce qui se passe pour les gens qui font des calculs en fait scientifiques qui durent un mois. Tu ne faut pas te gourer parce que quand tu lances un mois de calcul, sinon tu es un peu vénère. Zut, on a mis un truc après la virgule. Donc c'est quand même un truc super intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, le premier driver, je disais, c'est des ingénieurs. C'est pas la finance, mais c'est en fait la feedback loop pour être sûr que les devs attendent pas des plombes et pas une latence incroyable dans la feedback loop et après dans leur merge. Parce que c'est aussi le truc, c'est quand tu veux quand même merger et déployer assez vite en général quand ton truc est prêt pour des raisons business ou des raisons techniques. Et donc, du coup, bah, si pareil, tu as 48 heures de test avant de déployer, c'est quand même super contraignant. Donc, il y a des gens qui ont des CI très longs. Je dirais obligatoirement, c'est souvent les gens qui font du hardware. Je les plains parce que Ouais. c'est très compliqué à gérer quand tu fais des tests sur du vrai hardware. Et il y a des gens qui ont des bonnes raisons de le faire parce que bah, c'est leur métier. Et ça, c'est vraiment le pire. On a quelques-uns qui font ça dans l'industrie, etc. C'est vraiment super, pas rigolo. Et ils sont contents du coup de faire des batchs pour le coup parce que là, tu maximises l'utilisation ou tu minimises, ça dépend comment tu vois, l'utilisation de ton hardware en fait parce que tu n'en as pas des tonnes et tu peux pas en avoir une Mhm. infinité. Autant spawner des instances de VM, c'est facile, mais souvent spawner du hardware qui est plus ou moins gros et qui coûte plus ou moins cher, c'est plus compliqué. Donc c'est une bonne utilisation en fait d'une merge queue par exemple pour ça. Ouais. Et si je reviens à mon cas de Cloud Emmanuel, développeur Ruby, je prends mon super repo. Un jour, on se dit, bon, vas-y, il faut qu'on passe chez Mergify. Je vais donc sur le site de Mergify, je m'inscris. Je pense que vous allez me dire, mets ce petit YAML et tout va fonctionner rapidement, c'est ça? Même pas, il n'y a même plus besoin de YAML maintenant parce que ça marche de base. Si GitHub est configuré par exemple avec des settings de branch protection, c'est-à-dire tu as déjà configuré dans GitHub que tu voulais une approval, tel CI qui passe, etc. On le détecte automatiquement. Donc en fait, tu peux directement taper la commande arrobas mergify io queue et ça met la paire dans la queue et ça, enfin, les paires dans la queue que tu mets et ça les merge tout seul automatiquement en utilisant la merge queue. Donc tu n'as même plus besoin de configuration. La configuration est utile quand tu veux commencer à tweaker en disant OK, je voudrais faire des badges de 5. Il faut lui dire fais des badges de 5, ce qui prend 2 lignes de YAML. Et donc c'est assez facile du coup à mettre en place, c'est assez rapide. D'accord. Donc, pas besoin, juste je m'inscris, je configure un petit peu mon repo si je suppose que par défaut, de toute manière, il est bien, le repo Git est bien configuré. En général, les équipes configurent bien ça. Quand tu bosses pas tout seul, tu t'évites à mettre des settings de protection de branche en disant voilà, il faut quand même qu'il y ait le CI de test qui fonctionne. Sauf si vraiment tu veux merger n'importe quoi, mais dans ce cas-là, ça sert à rien d'utiliser Mergify, on va pas arranger le système. Mais la base, le point commun de tous nos utilisateurs, c'est qu'ils ont toujours les branch protection settings ou équivalents. En tout cas, tu peux aussi faire un équivalent. Les branch protection settings de GitHub sont cool parce que tu peux mettre des règles du genre je veux tel CI et tel nombre d'approval par exemple. Mais elles Ouais. sont pas cool parce qu'elles sont pas flexibles du tout. Par exemple, nous, on les utilise pas. On utilise Mergify à la place avec vraiment notre propre système de validation parce qu'en fait, on n'a pas toujours besoin de 2 approvals. Des fois, c'est une si c'est un hotfix et que c'est approuvé par, je sais pas, un manager. C'est par exemple, on veut que ça merge tout le temps, mais pendant les heures de bureau.
parce que si ça merge, nous on déploie juste après, si ça merge à 2 heures du matin, et que ça déploie à 2 heures du matin et que ça casse à 2 heures du matin, on n'a pas forcément envie d'être réveillé. Donc on va pas merger des trucs qui sont pas. Donc en fait, on a des règles un peu plus fines avec des or et des and et des if, tu vois, juste comme tu ferais en disant, bah, c'est pas juste ça la règle, c'est un peu plus subtil. Donc Mm. ça, on peut le faire avec Mergify, c'est cool, mais c'est pas obligatoire. Tu peux utiliser des trucs de base de GitHub et les équipes en général ont au moins ça pour être sûr que personne clique sur le bouton merge alors que le CI est tout rouge. Ok. Ainsi donc, j'ai même pas besoin d'aller sur GitHub, donc juste je m'inscris sur Mergify. Je suppose qu'il y a une petite hôte pour aller chercher les Ouais. repos qui sont chez vous. Ensuite, je suis toujours sur le site de Mergify, ça va me dire alors, tu veux installer ton CI/CD où ça? Et je dis bah ce repo-là, j'ai bien envie de le tester. Vous allez le prendre, vous allez créer un petit machin dans votre DB, dire que ça existe, et à partir de là, vous allez me dire qu'est-ce que tu veux faire avec, c'est ça? Ouais, en fait, une fois que tu as déployé Mergify, donc c'est une GitHub app, donc il faut l'installer sur GitHub, mais ça se fait directement, c'est séquencé sur le dashboard automatiquement, tu fais ça. Et en fait, tu as directement accès au dashboard avec, par exemple, ta merge queue. Donc si tu veux utiliser la merge queue, bah, il suffit, comme je disais, de simplement cliquer sur une PR, la mettre en queue, taper la commande dans un commentaire GitHub. Tout est intégré dans GitHub. En fait, l'idée dans Mergify, c'est que les développeurs sont souvent pas ceux qui vont déployer Mergify dans les grandes équipes, c'est souvent les gens qui font du Mm. CI, donc l'équipe de développeur experience, etc. Donc tout est reporté directement dans GitHub et dans le dashboard aussi, mais tu n'es pas obligé d'aller dans le dashboard au quotidien pour voir ce qui se passe. Ce qui est quand même assez cool parce que les ingés, ils n'ont pas forcément envie d'utiliser Mergify tout le temps, ils veulent juste que ça merge les PR et avoir le feedback dans GitHub directement. Donc tu peux utiliser comme ça directement. Si tu veux faire après des règles d'automatisation, là effectivement, il faut écrire de la configuration. On a un petit éditeur YAML et une documentation qui t'explique rapidement avec des exemples. Bah, si tu veux ajouter un label automatiquement quand la PR a été créée par Anthony, bah, tu écris auteur égale Anthony et mets tel label. Ça prend 3 lignes. Et donc, c'est vraiment un truc comme ça. Et là, tu mets ça dans ta configuration. Tu fais une paire. La config est gérée vraiment dans le guide. Comme ça, il y a un historique et tu la modifies avec des paires. Donc, ça reste dans le cycle habituel des développeurs. Tu crées ta PR. Elle est validée en disant la syntaxe est bonne. Tu peux la merger. Et après, on fait le boulot d'automatisation derrière de toutes tes paires. D'accord. Et au niveau sécurité, vous n'avez pas de peur de choses que vous voyez, de choses que vous avez dû fixer? C'est pas compliqué de gérer les secrets des gens, etc. Si, c'est compliqué. Alors, on gère pas de secret directement parce que en fait, Mhm. on interagit vraiment qu'avec GitHub, même pour les CI, on n'a pas l'intégration Ouf. directe avec les CI. Ouais. Ouais, on interagit qu'avec GitHub. Donc, quand on va créer des branches, on demande si c'est pas le cas que le CI soit configuré pour gérer ces branches-là. On crée des drafts pull request, donc on est sûr que les CI de l'autre côté vont bien faire le boulot, etc. Donc, des fois, il y a un petit peu de configuration de CI, mais c'est rarement plus de 3 lignes aussi. Comme ça, on est sûr d'interagir qu'avec GitHub et on s'en tient à ça. Donc, on n'a pas de secret directement à gérer si ce n'est les nôtres, mais on ne gère pas ceux des clients. Là où c'est plus compliqué, enfin, là où vraiment c'est compliqué pour nous, c'est que du coup, nous, on a accès via GitHub en termes de sécurité, en lecture, en écriture, à plein de choses du côté de GitHub, du repository, etc. Donc, ça, pour ça, on doit avoir beaucoup de process de sécurité de notre côté. On est certifié SOC 2, par exemple, parce qu'on implémente plein de trucs de sécurité dont la liste est longue, que ça va de bonnes pratiques à des process techniques, etc., pour être sûr que ce qu'on fait, on chiffre tout ce qu'on fait, etc. Enfin, un truc un peu habituel, mais on est audité tous les ans par un cabinet indépendant sur ce qu'on fait, comment on travaille, etc. On est obligé parce que c'est demandé par nos clients de toute façon, vu qu'on a accès à leur code source, quoi. Donc, c'est forcément. Mm. C'est typiquement pour ça que, parce que chez Cloud Mercato, on a plein de drivers pour pouvoir manager les clouds. On collecte des datas pour des différents clouds, etc. Et souvent, on nous demande est-ce qu'on pourrait vous donner nos crédentials et on pourra lancer des VM un peu partout. Vous nous facturez, il n'y a pas de problème, etc. Et je dis non parce que j'ai pas envie de gérer les secrets des gens. Typiquement. Et que le jour où je me fais Ouais. hacker, que tous les secrets ils partent partout, non, je peux pas dormir en me disant je gère les secrets des gens. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple du tout. Ouais. Ça demande beaucoup de process, enfin, ouais, beaucoup de parcimonie. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il faut vraiment faire très attention avec ça parce que ouais, aujourd'hui, en plus, enfin, tous ces genres de choses que tu décris, c'est des vecteurs d'attaque. Enfin, voilà, quoi, c'est des bonnes sources d'attaque, des bonnes cibles en tout cas. Et il y a beaucoup de vecteurs d'attaque après derrière. Donc, faut faire très très gaffe à tout ça. Donc, ouais, c'est un truc qu'on prend très au sérieux chez nous parce que. Depuis le début, en fait, et encore plus depuis qu'on a commencé les process d'audit, SOC 2, etc.
parce que c'est un truc qui est clé en fait, où tu peux pas ignorer aujourd'hui, enfin, toutes les boîtes ont des ciseaux, etc. Et pas ceux qui coupent, ceux qui servent à la sécurité, je précise. Parce que c'est un vrai souci. En fait, c'est pas un truc que tu peux. Autant il y a 15 ans, c'était pas vraiment un sujet, autant aujourd'hui, la sécurité, c'est surtout quand tu fais du SaaS et compagnie, c'est. Enfin, même quand tu fais pas du SaaS, aujourd'hui, tu vois que même enfin, n'importe quelle entreprise se fait pirater, attaquer de malware, etc. Donc, tu imagines des entreprises clés qui ont accès à des ressources, etc. C'est juste monstrueux, quoi. Ouais, tout à fait. Monsieur Blin, est-ce que vous avez d'autres questions? Puisque je sais que vous êtes expert en merge request, en pull request. Tu Ouais, mais ça manipules, fait je crois, longtemps. C'est trop je crois que c'est simple. 9 langages de programmation que tu maîtrises, je crois, il me semble, Je suis Jérôme. sur le 10e, là, j'apprends le langage Nintendo. Et puis Ah voilà. ouais, je connaissais pas celui-là. Voilà, Est-ce c'est que tu as normal. des questions, Jérôme? Moi, j'ai une question un peu plus tranquillou. Et j'ai une autre question un peu moins tranquille. Voilà. Comme ça, j'ai fait dans le vague et on est Non. très bien aussi. Euh, alors moi, je suis pas un spécialiste, mais je suis plutôt un amoureux de la productivité, etc., etc. De l'automatisation, mais en no-code. Est-ce que toi, dans ta vie quotidienne, et le quotidien, donc, C'est- tu es aussi un... Alors j'essaie de trouver un langage non vulgaire. Je sais même plus comment dire en non vulgaire. Un passionné d'automatisation et de productivité et tu essaies de tout automatiser même dans ta maison, genre le frigo, les portes et tout. Alors oui, mais faut pas que ça me coûte trop. Si je dois automatiser mon frigo, ça va être très compliqué parce Ouais. que j'ai une app pour mon frigo, je crois, mais je suis pas sûr qu'il y ait des PI, donc j'ai pas le temps de reverse engineer les PI, donc je vais pas le faire. Donc ouais, je le fais. Par contre, en fait, c'est toujours la question, c'est quel est le coût d'investissement pour automatiser le truc, est-ce que ça vaut le coup? C'est toujours la question que tu as. Il y a un dessin de XKCD sur ce truc-là qui revient souvent sur le sujet, qui illustre bien, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir ce temps-là? Oui, je le fais beaucoup. Et en fait, je suis obligé de le faire. Alors, d'un point de vue personnel, bon, j'ai pas grand-chose à automatiser dans ma vie, ça va. Bien sûr. Mais d'un point de vue pro, oui, parce qu'en fait, quand tu es petit, bootstrap et que tu as peu de ressources, tu fais très vite le calcul de oui ou non, ça vaut le coup ou pas. En fait, quand tu n'as pas de ressources, en ça, que ce soit en temps ou en argent, puisque les deux sont liés et sont vite limités quand tu es bootstrap, puisque les personnes te donnent une fortune de temps et d'argent à côté. Il faut vite que tu fasses les choix de savoir qu'est-ce qui va te permettre de survivre jusqu'à la semaine d'après. Donc, si automatiser un truc te permet de gagner du temps pour faire autre chose, ben, tu le fais. Donc, oui, j'ai tendance à le faire jusqu'à ce que voilà, c'est toujours faire un trade-off entre est-ce que ça vaut le coup et aussi est-ce que c'est pérenne. C'est difficile, surtout quand tu es une startup, de savoir ce que tu fais, tu le feras toujours dans un an. Et des fois, Ouais. des fois, on a automatisé des trucs et au bout de 6 mois, on a changé d'avis. Parce qu'on ne savait pas, parce qu'on se plante, parce qu'on est entrepreneur, on fait des erreurs. Donc des fois, tu fais genre d'erreur et c'est dommage d'investir trop tôt dans l'automatisation de certaines tâches si tu n'es pas sûr de ce que tu fais ou tu te dis peut-être que je vais tout jeter à la poubelle. Par exemple, c'est une discussion qui revient souvent quand tu démarres un projet de code. Est-ce que tu écris des tests en fait dès le départ? Bah, ça dépend. Est-ce que tu penses que ton truc, tu vas le garder pendant 10 ans ou est-ce que c'est juste un MVP que tu vas peut-être jeter la semaine d'après? Donc après, personne ne peut répondre à ta place et il y a des chances que tu te trompes. Il y a des chances que tu fasses pas de test Mhm. et que tu le regrettes parce que ton truc va marcher et que pendant 10 ans, tu vas dire putain, j'aurais dû faire les tests plus tôt. Ou il y a des chances que tu fasses des tests et qu'en fait, au bout d'une semaine, on te dit mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Pourquoi tu as fait tout ça? Tu dis putain, j'avais fait des tests en plus, c'est dommage. Donc c'est un peu le même dilemme. Des fois, tu te trompes. Il faut réfléchir et prendre un pari. Alors, quand tu es une startup, c'est plus dur, tu as plus de chances de te tromper parce que c'est moins stable. Euh, je pense qu'on fait pas un trop mauvais boulot là-dessus en général. Donc, mais dans le fond, oui, si je pouvais un truc qui me saoule assez vite et que je peux l'automatiser, je le fais. Ok. Tout à l'heure, je switch, hein, mais tout à l'heure, il y avait une question que je voulais poser justement par rapport à l'open source. Mais tu l'as déjà abordé en disant que ben, au début, Mergify était open source et puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Du coup, bah, moi, j'allais te demander, parce que je connais des personnes, je connais des Que gens qui vous ne disent connaissez pas. ah ouais, carrément. Non, qui ne pourraient pas, qui choisissent un produit par principe, ils vont se diriger directement vers l'open source. C'est-à-dire que par principe, l'open source est meilleur. Ou mieux, enfin, pas nécessairement meilleur, mais en tout cas, il y a une attirance, c'est limite automatique, Mhm. faut aller sur l'open source. Bon, bah là, du coup, tu as un peu répondu à ma question. C'est-à-dire que l'open source, c'est une réponse, mais c'est pas la réponse à tout. Je pense. Après, tu me diras oui ou non.
Bah, ça dépend où tu te places, si c'est d'un point de vue technique ou d'un point de vue philosophique. Si ta philosophie, c'est de dire il faut que tout soit libre et compagnie, Ouais. oui, il y a pas de débat. Si tu veux pas débattre avec la philosophie de chacun, ok, pourquoi pas, si tu veux, absolument. Maintenant, d'un point de vue technique, l'open source, de manière générale, c'est pas un produit. C'est souvent des projets. Les projets, c'est pas Ouais. des produits. C'est-à-dire que c'est des briques, mais tu peux faire des trucs avec. Donc, si tu prends une brique libre, tu peux l'utiliser pour faire des trucs. Donc, il y a par exemple, il y a Borsk, qui est un projet qui veut des merge queues libres. On a des gens qui viennent de Borsk chez nous parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, Borsk, bah, il faut l'installer, il faut le maintenir, il faut le débugger, il faut machin, etc. Donc, c'est cool. Puis, des fois, tu as une communauté qui t'aide, etc. Mais c'est pas un produit. C'est pas genre, tu cliques, ça marche et tu as un support et tu as des gens et c'est pas ça. Donc, si tu es prêt à faire cet investissement-là, ben cool, mais c'est pas dit que tu as un meilleur produit technique et c'est Ouais. pas dit que tu n'as pas de produit au final, tu auras juste une brique pour faire ton truc à la fin. Donc, ça peut être bien dans certains cas. Il y a beaucoup de briques open source qui sont top. On utilise plein aussi, comme beaucoup de boîtes, tu es obligé d'en utiliser maintenant mais ça fait pas tout. Donc, allez, moi, je ne suis pas un intégriste de l'open source, donc je suis content. Si j'ai deux outils équivalents et qu'il y en a un qui est open source, bah, je prendrai l'open source. En pratique, c'est rarement le cas. Tu as souvent un truc open source qui, en fait, est bien derrière le truc qui est un produit closed source bah, pour des raisons de financement, de temps, parce Mhm. qu'il y a un truc, c'est des hobbyistes, ou etc. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire souvent que c'est moins avancé, mais c'est pas dit que ça rattrape pas l'état de l'art d'ici quelques années, etc. Donc, il y a pas de, faut faire la part des choses et je pense que aller automatiquement, ça dépend. Si vraiment si c'est un côté philosophique, tu peux pas débattre. Si c'est un côté plus classique, économique, bah pour le coup il y a débat parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, plutôt des clients commerciaux on a des équipes qui viennent, voilà. Nous on veut ça, Mergify c'est cool, mais en fait soit on l'achète, soit on le fait. Mhm. Et donc, en fait, au bout de 30 minutes que je leur ai fait une démo, ils arrêtent de se dire on va le faire, quoi. Parce qu'en fait, tu es ingénieur, tu vois le truc, tu dis oui, bah, j'ai expliqué comment ça marchait, on fait des rebases, c'est bon, c'est facile. Mais en fait, tu prends tous les cas à gérer, les cas d'erreur, les cas ça marche pas, les cas l'optimisation de machin, etc. à implémenter, bah, c'est 50 taf, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans. Donc, si tu veux refaire ça alors que c'est pas ton cœur de métier, c'est de développer une application qui fait X, Y, Z et tu veux à côté, en plus, faire une merge queue ou prendre un projet open source pour maintenir, etc. Personnellement, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée d'un point de vue business. Mais après, si tu es dans une démarche, encore une fois, philosophique, etc., bon, bah oui, il n'y a pas de débat. Mais sinon, c'est rarement une bonne idée de build des outils, donc c'est pas ton cœur de métier à la fin. C'est juste, tu as besoin de briques, en fait. C'est un peu comme si tu me disais, en plus, il faut que je mange et je voudrais du pain. Donc, je vais faire mon pain moi-même parce que le pain pas open source, c'est pas cool. Donc, je vais acheter de la farine. Je vais plutôt faire mon blé moi-même. En fait, si tu remontes tout le temps comme ça, c'est la logique, hein. C'est tu dis, voilà, moi je veux vraiment faire les trucs moi-même, mais je veux que ça soit de faire de telle manière, donc open source ou machin, etc. Ou bio si c'est du pain. Bah, du coup, tu peux, mais ça fait remonter vachement loin en fait à chaque fois dans la chaîne. Donc à un moment, il faut faire des compromis. Alors, si ta philosophie, c'est de manger que du pain bio qui a poussé sur ton jardin, ben cool, vas-y à fond. Du coup, il n'y a pas d'autre choix que de le faire toi-même. Mais c'est juste un compromis en faisant, bah, ce serait mieux si, mais tant pis. Bah, c'est plutôt bien de réfléchir à ce que tu fais et de bien voir s'il y a un intérêt de prendre un truc open source. Ok. Et du coup, je vais te demander, ça ressemblerait à quoi un monde sans open source? Ce serait compliqué. Je parle Je même pas pense que qu'il de serait. l'informatique, hein, parce qu'en plus, ça englobe tout. Ouais, bah en fait, le truc de l'open source, c'est que ça permet l'innovation beaucoup plus rapidement. En fait, on serait encore à l'âge de pierre dans l'informatique s'il n'y a pas d'open source. C'est aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, si tout le monde devait recommencer à zéro pour développer un langage de programmation, un Linux, un machin, en fait, on n'aurait rien. Soit on aurait des trucs avancés qui seraient des sortes de monopoles, ce qu'on a aussi un peu Ouais, parfois dans certains aspects. On aurait des gros monopoles, mais qui seraient sûrement aussi moins avancés, parce que même les monopoles actuels qu'on peut avoir, ou les quasi-monopoles, chacun voit ça comme il veut sont quand même très avancés grâce à l'open source, hein. Je veux dire, même Microsoft s'y est mis, donc à un moment, tout le monde en utilise pour aller plus vite. Et si on n'a pas ce partage commun, en fait, de biens communs, de savoir, de connaissances sous la forme d'open source, on va moins vite. C'est juste qu'en fait, on serait encore dans les années 90 probablement, mm, si on n'avait pas eu d'open source en termes de technique, parce qu'il y a un tas de choses qui arrivent à vitesse grand V, parce que des gens collaborent, et c'est la même chose que tu vois au niveau scientifique. Si chacun repart de zéro à chaque fois, euh, bah, quand tu fais ouais, c'est tout, en ouf. fait, le monde n'avance pas, quoi. Et l'open source, c'est juste une petite goutte d'eau dans le monde qui fait ça, qui fait qu'en fait, on va plus vite en informatique. Parce qu'en fait, quand on se dit je vais programmer, je vais faire un script qui fait ça, tu te dis pas, ah, il faut déjà que j'invente le langage de scripting. Merde, bon, bah, je vais inventer Python. Non, c'est cool, c'est déjà là, en fait, et c'est super solide, et c'est maintenu par plein d'autres gens, etc. Donc, en fait, tu peux déjà passer à l'étape d'après, et on boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça qui est beau, en fait, pour conclure. C'est qu'en fait, tout ça en fait change et t'as pas de c'est pas mieux avant, c'est juste qu'en fait le niveau d'abstraction a changé en fait grâce à tout ça et grâce entre autres à l'open source. Ouais, Très j'ai joli. rien à ajouter.
C'est très très vrai. Et comme tu le disais, Julien, c'est le mot de la fin. Je pense que ça fait une petite heure et 20 et demie qu'on est ensemble. Et c'était un plaisir d'échanger avec toi d'ailleurs. De Du même. coup, ma dernière petite question, c'est est-ce que tu as un mot, un truc à lâcher avant de partir, à laisser dans la tête des audio téléspectateurs? Bah, écoute, pas spécialement, je pense qu'on a partagé beaucoup de trucs. Et non, si vous voulez poursuivre la discussion, moi, je suis dispo sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver, m'envoyer des messages gentils et vous me poser des questions s'il y a des questions. On a parlé un peu de tout, du cloud, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est des sujets que je connais bien et qui me tiennent à cœur. Donc, ravi d'en discuter s'il y a des gens qui sont intéressés. Moi, je rajouterais une petite chose, c'est aller écouter le podcast de Julien, Non d'un pipeline. C'est super intéressant. Ça parle de CI/CD, ça ramène plein de gens qui ont plein d'expériences là-dessus. Et du coup, ça ouvre les chakras au niveau de qu'est-ce qui peut se passer. Parce que moi, je suis souvent quelqu'un qui reste dans son biais de ce qui se passe autour de moi. Et là, j'entends les paroles de d'autres gens, ça fait plaisir. Merci. Et ainsi, donc, on a terminé. Moi, personnellement, Anthony, il me reste juste à vous dire de partager ce podcast, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, ça sert toujours à rien. Je suis tout seul et je discute de trucs qui n'ont rien à voir avec le cloud. Donc, suivez-nous un peu partout, lâchez des likes, et je pense que ce sera le mot de la fin. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne journée à toi, Jérôme, et une bonne journée à toi, Julien. Salut! Allez.